Amemix Days sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM, sur internet ici et maintenant.com. Bienvenue à tous. Émission ce soir avec Jean-Paul Bourg. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Lisandre. Et on va parler du Trône de Fer toute la soirée. Content de faire cette émission en duo avec toi. Moi aussi. Puisque tu connais parfaitement la série, tu as lu quasiment tous les livres. Oui. Je précise pour... voilà, j'ai pas lu le tome 1, j'ai vu la série du tome 1, j'ai lu les livres du 2 au 5 et je me suis gardé le dernier tiers du 5 que je n'ai pas encore lu parce que voilà, je veux me garder un peu de surprise. Je sais qu'après, il faudra attendre 4 ou 5 ans avant d'avoir un nouveau livre. Donc voilà. Donc on parle essentiellement de la saison 1 et 2 ce soir. Oui, on va parler uniquement de la saison 1 et 2. On donc, ne spoile rien. Voilà, on va rien déflorer, on va pas, je vais pas vous raconter ce qui se passe dans la saison 3 qui va commencer dimanche prochain aux États-Unis, hein, le 31 mars. Donc je ne vais pas raconter ce qui se passe dans la saison 3. Il se passe plein de choses extraordinaires, mais je n'en dirai pas plus. Alors moi j'ai vu la saison 1 et la saison 2, et puis j'ai lu en transversal, j'ai pas eu le temps de tout lire, il est énorme, le tome 1. Voilà. Le tome 1. Je rappelle que chaque tome fait à peu près 1200 pages, hein, donc c'est quand même des gros morceaux. Oui, c'est énorme. Et tu en as eu 5. Oui, 4. 4. Ah oui, oui, encore le 5e, ok, j'ai compris. La stratégie, ouais. Game of Thrones, Trône de Fer. Moi, je pensais déjà, et tu m'as dit, l'idée est intéressante, on en parlera un peu plus tard, c'est vrai. Est-ce que l'émergence de ce genre de série aujourd'hui, comme le Trône de Fer, ça veut dire quelque chose, que ça puisse émerger avec autant de vitalité, d'audience, etc. Je pense au Seigneur des Anneaux, qui est déjà relativement ancien. Il ne ressort pas en salle, non. Les 2 tours passent au Palais des Congrès. C'est pas une salle de ciné, il faut la remplir déjà, au mois de juin. Et la musique est jouée par un orchestre philharmonique qui est là devant, dans la fosse, et qui joue la musique en live, pendant que se projette le film, les 2 tours du Seigneur des Anneaux, au Palais des Congrès, qui n'est pas une salle de ciné, il faut la remplir, je répète. Donc cette émergence comme ça d'un seul coup de thèmes qui sont frères, hein, ces 2 thèmes, on en parlera tout à l'heure. Bon. Parce qu'on est sur le Trône de Fer, on n'est pas dessus, on s'en fout du Trône de Fer. Pour moi, il n'est pas important, mais il l'est pour des personnages de l'histoire. Il y a le Trône de Fer qui permet de gouverner les 7 royaumes, c'est ça, il est central. Un peu la géographie rapide de l'histoire. Au nord, là où il y a un énorme mur de glace, une barrière de glace, de l'autre côté du mur, personne ne sait. En tout cas, on sait qu'il y a une menace, certains la pressentent, le surgissement de forces ancestrales. Mais c'est pour ça que d'abord qu'il y a la garde de la nuit qui garde ce mur de glace et qui protège l'intrusion de forces, entre guillemets, surnaturelles ou de pillards aussi, Lisandre. Oui, de ce que eux appellent les sauvageons, les sauvageons qui se disent eux-mêmes peuple libre. Alors pour préciser quand même la taille de l'univers du Trône de Fer, c'est une planète, on peut dire, hein. Il y a des différents continents et l'action se situe sur un continent en particulier. Donc Port-Réal, dont tu viens de parler, c'est tout au sud du continent et le mur de glace, il est totalement au nord. Et il y a voilà, des kilomètres et des kilomètres entre ces 2 lieux. Donc à l'échelle, évidemment, on se balade à cheval ou en bateau. Donc c'est très très grand quoi, comme donc, théâtre. 7 royaumes, dont le royaume du Nord qui colle quasiment au mur de glace, même s'il est, il est au nord en tout cas. Et Port-Réal, tu viens d'en parler à l'instant, qui est alors la garde de la nuit, on les appelle les corbeaux aussi, ils sont habillés de noir entièrement. Quand on veut les insulter, oui, on les appelle les corbeaux. Ils ont fait un peu particulier, Lisandre, pour être garde de la nuit, c'est partie spéciale. Oui, il faut prêter serment, renoncer à toute terre, à tout héritage. Voilà, on ne fera pas d'enfants, on ne prendra pas de femme, et on donne sa vie à tout jamais à la garde de la nuit, et donc à surveiller le mur, à surveiller la menace qui est peut-être derrière le mur. Et d'ailleurs, les gens de la garde de la nuit le savent, il y a une menace derrière le mur, et ils sont là pour protéger le royaume, ils le disent eux-mêmes, nous sommes le bouclier du royaume. Et comme disent ceux de Winterfell, du royaume du Nord, celui des Stark, les gardes de la nuit sont là, ils protègent le mur depuis 8000 ans déjà. Oui. Ce qui est énorme. Mais donc, de l'autre côté, c'est quoi? De l'autre côté du mur, on ne sait pas trop. Les étendues polaires, avec leurs fables, leurs légendes. Alors, à quoi sert la garde de la nuit si c'est que des fables et des légendes? Non, eux croient qu'il y a une menace. Mais à Port-Réal, on s'en fout. Il n'y a pas de menace. La garde de la nuit ne sert à rien. C'est un peu ce qui est dit dans les salons où on cause. Et où on prépare les poisons et les poignards. À chaque fois que la garde de la nuit demande de nouveaux hommes, de l'argent, on dit il y a des choses plus importantes que la garde de la nuit. Donc évidemment, ils ont
ils ont un peu de mal à se tenir debout. Il n'y a que les Stark qui les soutiennent vraiment et quelques autres familles, mais voilà, c'est pas la joie, on va dire. Pour dire qu'à Port-Réal, le lieu des intrigues et de la politique où se trouve le trône de fer, il n'y a pas de menace de l'autre côté du mur. On trouve pourtant est-ce que c'est dans les cryptes de Port-Réal, des crânes, d'anciens crânes de dragons, d'ossements, Oui, c'est à Port-Réal, oui. à Port-Réal, qui prouvent, mais bon, l'histoire est ancienne, là, on remonte beaucoup plus loin, là. Alors Port-Réal, moi je pensais au mot Réal dans la forme française de la série, c'est Port-Réal, hein. Réal qui veut dire en anglais ce qui est réel, ce qui n'est pas imaginaire, le contraire de ce qu'il y a de l'autre côté du mur pour eux. Le réel, il est là. Le réel, c'est la politique, c'est les intrigues, c'est le monde des marchands, c'est la diplomatie, c'est le poison et le poignard. Alors, si on regarde la carte, ça se voit très facilement. Au sud, on a Port-Réal, puis les autres royaumes, hein, qui remplissent tout le continent. C'est-à-dire avec la pensée rationnelle, Port-Réal, je vois ça comme ça, la matérielle, intrigue, machination, diplomatie, la modernité, quoi, quelque part, hein, l'évolution, dans tout ce qu'elle a de pervers et de tordu. Et puis il y a ce mur de glace. Alors au nord, il y a le royaume des Stark, qui eux sont reliés, sans le savoir ou le sachant, à des forces au-delà du mur, quelque part, à des forces de l'origine, hein, Lysandre. Oui, alors leur symbole, c'est le loup. Exactement. Oui. Voilà, déjà, chaque famille, puisqu'il y a 7 royaumes, donc 7 familles, chacune a un symbole très fort. Alors les Lannister, c'est le lion. On en parlera des Lannister, une autre famille très importante. Les Stark, c'est le loup. Les Greyjoy, c'est la pieuvre. On parlera aussi des références à Lovecraft. Il y a aussi la lance et le soleil, c'est Dorne au sud. La famille Baratheon, évidemment, avec le Alors cerf. c'est le roi actuel. Le roi actuel, voilà, est un Baratheon, Robert Baratheon. C'est le cerf. Au début de l'histoire, au début de l'histoire du trône de fer. Et voilà, leur symbole, c'est le cerf, et ils sont historiquement alliés avec la famille Stark, donc le loup. Et tu parlais effectivement du lien des Stark avec l'ancien monde. Et ça se voit, on en parlera plus en détail après, mais par la religion aussi. Il y a les anciens dieux, les nouveaux dieux. On en parlera encore un bien nouveau sûr. dieu qui arrive. Il y a d'abord les anciens dieux auxquels est relié le royaume du Nord, celui des Stark, qui sont les dieux qui sont maintenant de l'autre côté du mur de glace, on va dire. Et puis il y a les nouveaux dieux, enfin on parlera tout à l'heure, on déclinera ce que sont ces religions-là. Mais il y a, et le savent bien la garde de la nuit, Lysandre, une menace des forces ancestrales qui se réveillent de l'autre côté du mur, dont n'ont pas conscience les habitants de Port-Réal. Alors ce mur, ce fameux mur polaire de glace qui barre au nord, qui protège le royaume de Westeros, c'est ça le nom Oui. Ce mur, George Martin, l'auteur des ouvrages, pas de la série, des livres, a dit comment il a eu l'idée du mur. C'est en visitant le mur d'Adrien, ce fameux mur que les Romains avaient construit en 122 après Jésus-Christ, en Angleterre pour barrer les tribus, enfin ça s'appelait la Bretagne à l'époque, pas la Grande-Bretagne, ça s'appelait la Bretagne, pour barrer les tribus pictes, les Gaëls qui descendaient du nord, un énorme mur qui avait 117 km de long, qui avait 5 mètres de hauteur et 3 mètres d'épaisseur, avec des légionnaires qui gardaient le mur. Et quand il était donc George Martin, il le dit lui-même, voilà ce qu'il dit. L'idée du mur germa en moi 10 ans avant l'écriture des livres, donc vers 1986, quand je visitais le Royaume-Uni pour la première fois et que je vis le mur d'Adrien. Le soleil se couchait, et me tenant sur le mur, je regardais vers le nord. C'était un jour glacé d'automne. Le vent soufflait et éveilla quelque chose en moi. J'essayais de m'imaginer à la place d'un légionnaire romain en garnison ici, quelqu'un qui pouvait venir d'Italie ou d'Afrique. Il y avait des soldats venus de toutes les provinces ici. Tu es là, sur ce qui est censé être le bord du monde, et tu vois des collines et des forêts au-delà. Quel ennemi peut sortir de ces bois? Qu'est-ce qui va surgir derrière ce mur pour l'attaquer? Ce fut un moment très profond, qui éveilla en moi quelque chose dans mon imagination. Il y avait là une histoire. Bien sûr, sur le mur d'Adrien, ce qui pouvait surgir des bois, c'était des Écossais. Il fallait que je trouve mieux qu'un Écossais. Et la fantaisie voit les choses en grand, donc je savais que le mur devait être plus grand. C'est vrai qu'il est énorme, hein, qu'il barre complètement l'espace. Et donc, pour revenir à ce qu'il dit, les Pictes dont il parle, qui étaient derrière ce mur, réellement le mur tenu par la Légion, les Pictes, apparentés aux Bretons par la langue,
C'était des Celtes qui se peignaient le visage en bleu, peinture de guerre pour terrifier l'ennemi. On se rappelle ça dans l'histoire, bien sûr. Il y avait donc cette Bretagne, et l'autre Bretagne qu'on connaît aujourd'hui, qui est la nôtre, qui s'appelle la Bretagne, ça portait le même nom, les deux îles. Et la légende parle d'un roi des deux Bretagnes, je parle de l'histoire là, qui est pour nom Bran. Bran, un nom qu'on retrouve évidemment central, important du moins dans la série Le Trône de Fer. Et les Pictes vivaient en clan, est important à dire. Ils résistèrent aux Romains pendant plusieurs siècles, ils firent des incursions à travers le mur, refoulés. Ils étaient constitués en 7 royaumes. Alors c'est peut-être là, il ne le dit pas, hein, mais que George Martin a aussi trouvé son idée des 7 royaumes. Quoique là, on parle de l'autre côté du mur. Hein. C'est pas la même chose. Oui, c'est très intéressant, puisque même le nom Bran, on en a parlé à de multiples reprises à ce micro. Le nom Bran vient évidemment des religions, des celtiques, c'est mythes, dans le des mythes corbeau. celtiques, voilà, exactement, le corbeau. Et il y a aussi le lien avec le corbeau. Donc, évidemment, l'auteur George Martin n'est pas du tout innocent là-dessus et il fait les choses, je pense, à dessein. Même s'il aime beaucoup mélanger les références et mélanger à d'autres choses et créer une sorte d'hybride des différentes religions, puisque on parlait tout à l'heure de la religion des anciens et des nouveaux dieux. On pourrait dire que les nouveaux dieux, ça s'approche un petit peu du christianisme avec cette idée que ce sont 7 dieux qui sont le reflet d'un même Dieu, un peu comme la Trinité. Et donc cet élément, il a quelque chose du christianisme, mais en même temps, c'est pas tout à fait le christianisme, mais c'est mélangé avec d'autres choses. Il y a un petit côté de religion indienne aussi, avec certaines figures qu'on retrouve. Donc voilà, il aime beaucoup mélanger et créer quelque chose de nouveau à partir de 2 choses qui étaient pas forcément... Par contre, les anciens dieux dont il parle par rapport aux dieux de l'autre côté du mur, correspondent fort bien à toute la mythologie pagano-celtique, c'est-à-dire culte de la forêt, enfant de la forêt, culte des arbres, esprit dans les animaux, présent dans les animaux. Là, il n'y a pas de... je ne sens rien de surajouté. Il n'a pas changé grand-chose. Et en plus, quand il parle, la devise des Stark, c'est « Winter is coming », l'hiver vient. L'hiver vient, c'est-à-dire qu'ils attendent un long hiver qui va arriver. Et on trouve dans les États scandinaves, justement, la présence d'un long hiver, sans saison intermédiaire, donc un long hiver, comme dans la série, et qui annonce, juste avant, le grand renversement, le Ragnarok des Scandinaves, le crépuscule des dieux. Tu as ce long hiver qui précède ce moment où tout va basculer. Là aussi, on retrouve le même mécanisme derrière. Et là, j'aimerais qu'on en parle ensemble. Je pense à... C'est vrai que Martin aimait beaucoup Lovecraft, Lisandre. Et je sais que chez les Ferney, dans les îles de Fer, c'est ça, tu as un lord Dagon Greyjoy, et Dagon, c'est un des dieux de la mythologie créée par Lovecraft. C'est même le nom d'une nouvelle de Lovecraft, Dagon, et c'est une espèce de créature mi-homme, mi-poisson, enfin même pas mi-homme, créature hybride entre des poissons qui délaissent une sorte d'immondice autour de lui. Enfin, la nouvelle est très saisissante de Dagon de H.P. Lovecraft. Et effectivement, la famille Greyjoy... Que là aussi dans le cauchemar d'Innsmouth, oui, tout à présence fait. de Dagon. Oui. Et même, je crois que Dagon, ça vient encore plus loin de la religion... les Philistins, je crois. Oui, ça vient de ces côtés. Exactement. Dagon, exactement. C'est extérieur à ces anciens dieux dont il parle. Voilà. Mais intéressant ce que tu dis par rapport, toi, ce que je ne connais pas tous les détails de la saison, tu as eu tous les livres, mais tu m'as parlé des îles de fer avec ce Dagon, Lord Dagon Greyjoy, et tout le climat, les croyances sont liées quelque part à ce qu'a écrit Lovecraft. À Lovecraft, oui, tout à fait. La famille Greyjoy, il y a beaucoup de références à l'univers de Lovecraft. Alors, il vénère le dieu noyé, donc un dieu qui résiderait au plus profond des eaux. Leur phrase, comment dire, la phrase de chaque famille a une phrase, voilà, qui est un petit peu leur devise. J'ai pas le mot, leur devise, voilà, exactement. Et la devise des Greyjoy, c'est ce qui est mort ne peut pas mourir. Lovecraft. Une référence directe à Lovecraft. Donc il y a plein de références plus ou moins. Et sur leur blason, sur leur blason, c'est le poulpe. Donc le poulpe. voilà, encore une référence à Cthulhu et aux dieux anciens. Il y a aussi donc cette idée. Je te racontais ça, les Greyjoy. Donc il y a aussi, comment dire, le côté très dur et très âpre de leur façon de vivre aux Ferney, puisqu'ils vivent sur des îles. Déjà le nom, les Ferney. Voilà, les Ferney, donc ils sont nés dans le fer, Ironborn, comme on dit en anglais, et donc ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles sur des îles de sel où rien ne pousse. Ils sont obligés de piller. C'est une nation de pillards, de pirates. En fait, leur puissance réside sur leur facilité sur la mer, c'est-à-dire chaque Greyjoy, chaque Ferney se sent chez lui sur un bateau.
bateau. Il y a plein de devises et de dictons comme ça sur le fait que aucun humain n'est meilleur qu'un ferné sur un bateau. Et justement, ils se battent en armure complète sur le pont de leur bateau, puisque si le bateau coule, on coule avec, il n'y a pas de problème. Voilà, on meurt, il n'y a aucun souci. On est comme ça, voilà, c'est comme ça les Fernets. On se bagarre pas avec des petits boucliers de bois qui permettraient de pouvoir nager. Si on tombe à l'eau, c'est fini. Et on va festoyer justement avec le dieu noyé à tout jamais. Et ça me rappelait un petit peu le... C'est un peu Odin, mais côté maritime, Voilà, Lovecraftien. Ouais, c'est un Odin Poséidon, aquatique. Des profondeurs, puisqu'il y a cette idée de banquet sous les mers, éternel avec les dieux. Et puis bon, la bagarre et la bouffe, c'est un petit peu le motto, on va dire, des Greyjoy. Et ça rappelle les Vikings, mais en même temps mélangé avec du Lovecraft. Voilà, c'est des Vikings qui se seraient percutés avec Lovecraft. On sent bien les influences, et elles sont bien heureuses en plus. Ça fait plaisir de les trouver. Oui, tout à fait. Et en plus, c'est pas téléphoné, c'est très particulier. Tout à fait. Je pense aux intrigues politiques autour du trône de fer, comme c'est Game of Thrones, c'est le titre de la série, c'est-à-dire le jeu autour du... Le nom original de la série de livres, c'est A Song of Ice and Fire, ce qui veut dire une chanson de glace et de feu. Et c'est une référence. Je préfère ça, moi, quelque part, comme titre. C'est une référence à la chanson de geste, quelque part. Il y a cette idée. Non, mais ça parle plus, parce que cette référence à la glace et au feu, c'est dans toutes les mythologies nordiques, la référence à ce basculement dont je parle. C'est le nom original. Ce conflit et combat qui est en même temps un jeu d'équilibre, de rupture entre la glace et le feu, c'est une théorie fondamentale chez tous les nordiques. C'est beaucoup plus proche de cette idée que ces royaumes au-delà du mur de glace. Non, mais il y a aussi, mais c'est vrai qu'il y a le jeu autour du trône. Alors voilà, la traduction française, c'est le trône de fer, donc le trône de fer qui est dans la salle du trône de Port-Réal, qui est le trône qui permet de gouverner... un trône très barbare, hérissé de pics de fer, c'est âpre, c'est austère. Qui a été fait par je ne sais plus quel roi Targaryen, moi je crois le premier, Aegon Targaryen, qui, lors de son épopée pour conquérir les 7 couronnes, a fait forger avec les épées de ses ennemis ce trône pour montrer sa puissance. Mais effectivement, les épées ne sont pas émoussées, et on peut se couper en s'asseyant sur ce trône, ça arrive souvent d'ailleurs, et voilà, c'est pas du tout agréable, donc c'est une espèce d'énorme trône de lame. Oui, il n'est pas confortable. Voilà, il est en train de guerrier, voilà. Même plus. Il vient d'ailleurs, quoi. Voilà, donc c'est vrai que ça a donné le nom à la série, ce trône a donné le nom à la série en France, puisqu'on appelle ça le trône de fer. D'ailleurs, même la série et le livre s'appellent pareil en France, mais en anglais, ils ont choisi pour la série un nouveau nom qui est Games of Thrones. Donc Game of Thrones, ce qui veut dire le jeu des trônes, et ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est pas les chaises tournantes, mais et c'est pas non plus pareil que la chanson de glace et de feu qui n'a rien à voir. Qui est peut-être plus parlante d'ailleurs. Mais ça se complète parce que les deux sont présents dans l'histoire. Tout à fait. Et sont liés parce que le jeu du trône, c'est le jeu de la politique, c'est le jeu qui a la légitimité du trône. Tous semblent se dire c'est nous quelque part, non, dans toutes les familles. Oui, bien sûr. D'ailleurs, au début. À part les Stark au nord. Oui, tout à fait. Qui se moque du trône en vérité. Oui, il refuse le trône. Oui. Ça l'intéresse pas. Ned Stark. Ned Stark, non, c'est en ça qu'ils sont reliés. Encore, je reviens à cette histoire, sans que ce soit dit déjà. Ils regardent de l'autre côté du mur de glace. Le trône, c'est... Bon, j'ai pas lu la suite des ouvrages. Je me base sur les 2 saisons, là. Oui, tout à fait. Non, mais c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, ça me faisait penser... les intrigues politiques de Port-Réal, c'est vrai que c'est un des enjeux centraux du livre, mais tu le disais au début, tout ça paraît un petit peu vain, un petit peu creux, quand on sait qu'il y a une menace de l'autre côté du mur qui va arriver à tout moment, et que finalement, ils sont en train de se disputer pour savoir qui va avoir le trône sur des intrigues très secondaires, et le livre nous montre les deux choses en même temps, et c'est ça qui est très intéressant aussi. On le disait avant l'émission, il n'y a pas de gentils et de méchants. Non, bien sûr. C'est un monde qui exactement comme notre monde, se déroule, et puis les intérêts des uns font les tristesses des autres, etc. Et c'est surtout que le bien et le mal se situent dans le cœur de chacun des personnages, et il n'y a pas de personnage fondamentalement bon ou fondamentalement mauvais. Quelques-uns, mais ils sont très rares, quoi. Je vais te dire juste en 2 mots, moi c'est très personnel que je veux dire, ce qui me fait correspondre et coïncider cette série avec notre actualité, notre temporalité on va dire, c'est plus vaste, c'est à la fois Port-Réal et les jeux de la politique, c'est le mur de glace, et ces portions archaïques qu'on ne connaît pas. En gros, quelque part, c'est
Port-Réal, on vit à Port-Réal. La politique est basée sur les mêmes mécanismes. Ils sont moins sauvages, mais c'est la même façon d'être. La diplomatie, la ruse, les combines. Tout est joué d'une manière qui surprend à chaque fois parce que c'est des triples jeux, des quadruples jeux. Au nord, Ned Stark. Et le peuple est tenu totalement à l'écart, évidemment, et ne sait rien de finalement ce qui se passe vraiment. On a quelques bruits de la rue qui est mécontente parce qu'elle n'a pas à manger, mais un peu comme actuellement, le peuple n'est à aucun moment, ne sait à aucun moment ce qui se trame vraiment en coulisses. Alors je ne sais même pas si le trône de fer, pour moi, hein, est important. L'obtention du trône de fer, je vois ça secondaire, je vois ça comme le symbole central d'un pouvoir, il me semble. Et je vois beaucoup plus, on revient à la temporalité, c'est-à-dire à l'actualité, le trône de fer, le pouvoir, etc., à des présages d'un seul coup qui arrivent. Dans la série, c'est une comète, c'est ces grands loups qui arrivent du nord. Justement, juste sur la comète, tu disais tout à l'heure, chaque famille veut le trône, et justement, quand il y a cette comète qui apparaît dans le livre, il y a quelque chose de très amusant, c'est que chaque famille, en fait, décrit la comète comme étant l'annonciateur de sa propre, voilà. Donc les Lannister diront, ah, elle est rouge, c'est la couleur des Lannister, forcément. Ça, exactement. Daenerys, de son côté, on va lui dire, oui, elle est rouge, c'est la comète des dragons, voilà, exactement. Et pour Stannis, on lui dit, c'est le dieu rouge qui vous envoie cette comète pour montrer que c'est à vous de jouer. Enfin bon, voilà, c'est vraiment chaque famille dit, cette comète est un signe qui annonce ma propre venue. Sauf qu'évidemment, comme chacun le dit, on ne sait plus. Oui, même le symbole dans le livre est brouillé par les différentes interprétations des personnages. C'est très fort, ça. Mais t'as pas que la comète, c'est pour ça. Alors là, oui, je suis d'accord avec toi. Chacun dit c'est moi. Ben, c'est le jeu du trône. Il veut être le roi des 7 royaumes, prendre la couronne des 7 royaumes. Mais les Stark, eux, découvrent ces grands loups qui viennent du nord, qu'on n'a jamais vus depuis des millénaires, qui surgissent aux portes de la garde de la nuit. Non, c'est ça, c'est Ned Stark et ses fils qui découvrent une louve éventrée, un grand loup qu'on n'a jamais vu, éventré au sol par un cerf après un combat, et 5 petits louveteaux qui sont une espèce de s'abriter dans l'énorme blessure de leur mère, là, de la louve. Et puis leur premier réflexe, c'est de tuer les petits louveteaux, évidemment, leur mère est morte, comment ils vont vivre? Puis l'idée, d'un seul coup, c'est non. Je ne sais pas qui dit ça. C'est Jon Snow, je crois. C'est Jon Snow. Il dit vous avez 5 fils. Il y a Ned Stark. L'emblème de la famille, c'est le loup. Il y a un loup pour chacun de vos fils. Et chacun prend un loup. Et lorsqu'ils partent, ils ont pris des 5 loups. Ouais. D'un seul coup, Jon Snow, quel bâtard dans l'histoire. Oui, qui est l'enfant que Ned Stark a eu avec une autre femme, donc qui est très mal vu. Pas vraiment le fils, voilà, qui est le fils de Ned Stark, mais pas de sa femme actuelle. Il faut rappeler, ça se passe dans un contexte, on l'a peut-être pas dit, mais un contexte moyenâgeux. Enfin, c'est le Moyen Âge. Je ne sais pas si c'est le mot, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Disons, c'est pas historiquement le Moyen Âge. Non, exactement, pas historiquement, mais en tout cas, ça se situe dans un contexte de climat, oui. Voilà, d'heroic fantasy, on va dire, mais c'est plus proche de la réalité finalement, étant donné qu'il y a assez peu de magie dans cette série, il faut le dire aussi. Il y a relativement peu de magie par rapport au Seigneur des Anneaux, par exemple. Où il y a des magiciens. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas le visuel de la magie, mais elle est présente. Elle est présente avec la menace derrière le mur, avec les rêves du jeune Bran. Mais donc cette configuration. Et je pense à ce monde d'aujourd'hui où rien ne peut changer. Et je vois les présages, je les vois aujourd'hui, de présence d'astéroïdes qui. Bon, on va pas entrer dans les détails. Bon, et en même temps, l'archaïsme, la menace, pas plus qu'une menace, la nécessité du retour de forces archaïques, seule possibilité pour que tout se renverse. Sinon, Port-Réal peut continuer 1000 ans encore comme ça. C'est une vision très personnelle, hein, cette émergence des forces ancestrales. On les trouve de 2 manières dans la saison, Lysandre, cette émergence des forces anciennes, hein, c'est-à-dire le jeune Bran qui est relié par ses rêves aux esprits, aux anciens dieux quelque part. Aux enfants de la forêt. Et puis cette fille qui est offerte au Khal Drogo. Oui, la Khaleesi, Daenerys Targaryen. Qui sera la mère des dragons, alors qu'on dit que les dragons n'existent plus, ont disparu depuis très longtemps. Ben non. Enfin, on est les seuls à le voir. Tous à Boréal ne l'ont pas vu. Nos spectateurs, oui, eux ne savent pas. D'ailleurs, ce qui est amusant, ce qui est très intéressant et qui est très bien fait dans le Trône de Fer, c'est qu'à Port-Réal, on a des récits, puisque tu le dis, hein, au moment où l'histoire commence, on n'a pas vu de dragon depuis des centaines d'années. Ça n'existe plus, il n'y a plus de dragons. On est dans un monde qui se rationalise quelque part et qui est de moins en moins ancré dans la magie et les anciennes croyances et qui devient, qui se modernise, on va dire, au sens vraiment actuel.
Et justement, il y a des récits qui sont faits à la cour. On dit au roi Geoffrey et à la reine sa mère, il y a des récits de dragons de l'autre côté de la mer, et on les balaie d'un revers de manche en disant des histoires de dragons, mais ça n'existe plus depuis des centaines d'années. Donc c'est amusant de voir d'un côté, effectivement, l'éveil de ces dragons à la fin du tome 1. Bon, on raconte un petit peu l'histoire, mais c'est évident qu'ils vont se réveiller, ces dragons, ces œufs de dragon. Et de l'autre côté, le déni de Port-Réal, et on est un peu impuissant en tant que spectateur, puisqu'on ne peut pas leur dire, ils existent vraiment les dragons, évidemment, on leur dit il y a des dragons, ils n'y croient pas. Et ça, C'est comme c'est très fort aujourd'hui, dans le Trône de Fer. on ne croit pas aux dragons, ils existent et se réveillent. C'est personnel, encore une fois, ce que je dis, Lisandre. Mais moi, je fais coïncider les deux. Et avant que tu mettes une musique, rappelez que les Stark qui vivent à Winterfell, déjà le nom Winterfell, c'est l'hiver qui tombe, hein, c'est le nom de leur royaume, qui eux se foutent du royaume, du trône de fer, et regardent plutôt vers de l'autre côté du mur. Je pense aux signes dont on parlait, bon, les œufs de dragon, déjà, c'est important, qui éclose. Les rêves que fait Bran, le fils de Ned Stark, après sa chute de la tour, quand il est paralysé des jambes, il ne peut plus bouger, il est couché sous une fourrure, il a un certain temps de coma avant de prendre conscience. Cette corneille à 3 yeux qui lui apparaît et qu'il guide de façon spectrale, somnambulique, dans la crypte et annonce même la décapitation de son père, la mort de son père, alors que personne ne le sait encore. Ces grands loups qui viennent du nord, le long hiver dont on parle, qui commence à se faire sentir, ça c'est les présages. Et Port-Réal s'en fout, hein, pour Lamnas, donc on vient de le dire, c'est qu'une fable. Il préfère copuler, se livrer au plaisir, au jeu du pouvoir et de la mort aussi en même temps. C'est le jeu du trône, ouais. L'arrivée du roi à Winterfell. Alors je me disais pendant la pause musicale, c'est pas une série dont il est facile de parler parce qu'il y a énormément de personnages. Il faut le dire aussi, il y a au moins, je crois que dans les bouquins, ils avaient compté, il y avait plus de 1300 personnages décrits et nommés. Donc c'est quelque chose de titanesque, hein. C'est vraiment un univers. Alors on peut préciser pour avancer un peu quand même que le roi Robert Baratheon meurt ou est tué plutôt, empoisonné, on va empoisonné à la chasse, pendant une partie de chasse, que le trône est donné à
son fils, mais c'est compliqué, à Geoffrey, un gamin de 14 ans, odieux. Tu peux préciser un peu la configuration, là où on en est de ce moment-là? Oui, alors donc le roi Robert qui a conquis le trône à la force de sa masse est tué pendant une partie de chasse par un sanglier et il aurait été effectivement affaibli par du poison Donc c'est de Lannister, donc sa c'est gorge sa de femme, vin. la reine. Voilà. Tu peux dire qui elle est, c'est une Lannister. Donc Lannister, c'est une autre famille extrêmement puissante du royaume. Ils ont marié leur fille prodigue Cersei Lannister, qui est sublime, décrite dans le livre comme une femme d'une beauté inégalée. Et donc elle est mariée à ce roi Robert Baratheon. Robert Baratheon, dont l'amour éternel est morte pendant la guerre, il a essayé de la sauver, il n'a pas réussi, donc il est un peu émotionnellement brisé, quoi. Il n'arrive pas à se remettre dans une relation. Il ne peut pas aimer cette femme alors que celle qu'il a aimée est morte, en fait. Donc c'est les vraiment ça. enfants qu'il va avoir ne sont pas ses enfants. Elle Voilà. les a eus avec, Et c'est ça avec son propre frère. C'est là l'inceste qui est dans cette famille incroyable chez les Lannister, rapport incestueux entre le frère et la sœur. Donc la reine a eu des enfants, qui sont les descendants de Robert, oui, mais pas qui sont ses enfants, parce qu'elle est mariée avec lui. Mais elle les a eus avec son propre frère. Voilà. Et lui, il croit que... Ils sont blonds, la preuve. On ne sait pas si il sait que ce sont ses enfants ou pas, mais il croit que c'est possible, puisque ivre-mort, il s'est très souvent couché avec elle, et c'est elle qui n'a pas couché avec lui, donc ce qui a fait que ce ne sont pas ses enfants, effectivement, directement, mais elle les a eus avec son frère jumeau, Jaime Lannister, très grand chevalier de la garde royale, qui est un personnage aussi extrêmement intéressant à suivre tout au long de la série. Et donc oui, voilà, on en est là. Donc le roi est le fils d'un inceste qui est un gamin de 14 ans acariâtre, odieux, qui égocentrique complètement. Et donc voilà, le royaume est maintenant entre les mains de cet enfant qui est une terreur, quoi. C'est un roi fou. Alors, il y a cet enfant qui est jeune et qui gouverne, qui est le roi, qui a le trône de fer maintenant. Oui, qui est sur le trône de fer, oui. Qui est sur le trône de fer, oui. Mhm. Et Mais bon, c'est sa mère qui gouverne, effectivement. oui, Voilà. exactement. Et tu as Ned Stark qui est à Port-Réal. Il était la main du roi appelé par Robert Baratheon. Hein. Bon, on ne va pas raconter tout en détail. Il est à Port-Réal. Et on ne va pas raconter les détails. Ned Stark, parce qu'il est noble et qu'il suit ligne droite, il vient du royaume du Nord, il se perd dans les intrigues politiques, il essaie de sauver ses enfants, il essaie de faire quelque chose, il y a une droiture chez lui, quelque part, il y a une droiture. Oui, tout à fait. Même s'il c'est une sauvagerie en même temps, mais il y a une droiture. Oui, mais c'est un chevalier au sens noble du terme, on peut dire. Donc il se fera arnaquer de la plus belle des manières. On racontera pas ce qui lui arrive, c'est quand même Ouais. le cliffhanger de la saison 1, mais effectivement, c'est un personnage qui reste droit tout au long de la série, ça c'est certain, et c'est peut-être un des rares d'ailleurs. Non, mais quand on parle de la 1 et de la 2, on peut bien dire qu'il a été décapité. Ah On bah, l'a bon, vu. tu l'as dit, c'est Bah, pas moi qui l'ai dit. On parle mais- pas de la 3 là. D'accord, non, on parle pas de la saison On 3, parle mais pas de la 3. pour ceux qui voudraient découvrir, bon voilà, Mais ils ont tous vu les 2 saisons, non? t'es pas sûr. Pas sûr. Non, parce que voilà pourquoi je te dis ça. Parce que les Stark, donc Ned Stark, qui est pendant ce temps à Port-Royal, hein, qui vivent à Winterfell, au nord des 7 royaumes, donc l'emblème c'est le loup, hein, qui n'ont aucun intérêt pour le trône de fer, on le voit bien dans les 2 saisons déjà. Enfin pour l'instant, je ne sais pas si par la suite ça change. Ils parlent d'une époque, les Stark, où leurs ancêtres étaient les rois du Nord. C'est le mot qui est dit, hein, les rois du Nord. Et ils célèbrent encore, eux, les anciens dieux. C'est important dans l'histoire. On le voit parce que après, au début de l'histoire, quand Ned Stark tranche la tête d'un déserteur de la garde de la nuit. Déserteur parce que C'est la première scène de la la série. première scène de la série. C'est la loi, c'est la règle. C'est lui qui a promulgué la loi, c'est lui qui l'accomplit en même temps. C'est dit comme ça. Donc il tranche la tête du déserteur et après, il appartient aux anciens dieux. Il se recueille, il part se recueillir dans le bois sacré qui est à côté. Il y a un bois sacré, comme tous les anciens jadis, avec une pièce d'eau devant, un arbre, le baral, avec ses yeux de sang, l'arbre qui est beaucoup plus qu'un arbre, c'est une entité, une divinité, c'est par lui que parlent les anciens dieux. Et ses yeux regardent et voient, c'est ce qui est dit. Alors il est près de la source, et là l'extrait que je lis est tiré du livre de George Martin. Accroupi au centre du bosquet comme pour couver les eaux froides et noires d'un pauvre étang, il s'appelle l'arbre-cœur. L'arbre-cœur, comme disait Ned, un baral gigantesque, auquel son écorce blanchâtre conférait un aspect d'os rongé.
tandis que son feuillage violacé évoquait des myriades de mains tranchées. Sculptée dans le tronc, une figure longue, aux traits mélancoliques, vous lorgnait, du fond de ses orbites vides et rougies par la sève séchée, d'un air de vigilance étrange. Étaient-ils vieux, ces yeux? Plus vieux que Winterfell même. Ils avaient vu Brandon le bâtisseur en poser la première pierre, assurer les comptes, et regardaient s'élever tout autour les remparts de granit. On attribuait ce genre d'œuvre aux enfants de la forêt. Ils les auraient réalisés à l'aube des siècles, avant que les premiers hommes ne traversent le bras de mer. Dans le sud, où l'on avait abattu ou brûlé les derniers barrals quelques 1000 ans plus tôt, seuls subsistaient ceux de l'île aux Faces. Là, les hommes verts montaient toujours leur muette garde. Au nord, ici, tout différait. Ici, le moindre château possédait son bois sacré. Le moindre bois sacré avait son arbre-cœur. Et le moindre arbre-cœur, sa face, avec ce regard qui regarde. Et l'épée que porte Ned Stark, du Royaume du Nord, s'appelle Glace. Et on dit qu'elle a été forgée à l'époque où les armuriers maniaient encore les incantations pour forger le métal, qui est un métal particulier. Qu'on appelle l'acier valyrien, et dont il n'existe quasiment plus d'exemplaires. Enfin, il y a une quantité limitée, quoi. On connaît quelques armes en acier valyrien, dont effectivement l'épée de Ned Stark. Mais la quantité d'acier valyrien disponible, il n'y en a plus beaucoup, quoi. On ne sait pas reforger de l'acier valyrien. C'est une arme qui appartient aux anciens temps, en quelque sorte. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le film, dans la série, on le voit très peu. Il faut bien le saisir, moi je ne l'avais pas vu. Alors que dans le livre, dans le tome 1 que j'ai ici, ça apparaît nettement. C'est avec sa propre épée Glace. On ne voulait pas en parler, qu'il est décapité, oui. Et cette épée est ensuite fondue pour le bourreau qui se fait une nouvelle épée avec. Ouais. Et ça, c'est très rapide, tu me l'as dit, je ne l'ai pas vu, ça. Tu vois, oui, c'est dit dans le livre, mais c'est pas vraiment explicite dans la série. Mais ça passe à l'image quand même. Je pense que ça passe à l'image, j'ai pas fait attention. C'est pas expliqué, c'est pas expliqué, mais je pense que si on fait attention à l'épée d'Ilyn Payne dans la saison 2, on verra que c'est l'épée de Ned Stark reforgée. Alors on arrive à une autre partie de l'histoire où surgit une personne blonde d'une grande beauté, qui est Daenerys, qui appartient à la maison des Targaryens, c'est ça, liée au dragon. Avec ses yeux violets, comme il est dit dans le livre, mais elle n'a pas eu les yeux violets dans la série. Et son frère, c'est un femme salaud qui veut reprendre le trône de fer, Viserys, veut se servir d'elle. Il dit en la donnant à Khal Drogo et à sa horde de cavaliers, j'aurai une armée pour moi et je pourrai reprendre le trône de fer. Donc il donne cette pauvre fille fragile, presque quasiment, quand on le voit comme ça au début, presque suppliante, à ce barbare, ce chef de guerre qui est Drogo, homme, on peut le comparer à un nomade du désert quelque part, d'une horde. Tout à fait, oui, des sortes de Touareg encore, extrêmement violents, avec des us et coutumes barbares presque, oui. Qu'on appelle... alors, elle, c'est important parce qu'elle appartient aux Targaryens. Oui. Et on dit qu'il y a 300 ans, un rival Aegon Targaryen, c'est ça, ouais, qu'on appelle le Conquérant. Aegon le Conquérant. Avec ses reines sœurs, c'est dit comme ça. À dos de dragon. À dos de dragon. Et ses reines sœurs, parce qu'il y a encore le rapport de l'inceste là. Tout à fait. Qui joue. Oui. Et les Targaryens, pour maintenir la pureté du sang, ne se marient qu'entre eux. Et c'est ce qui a donné. En fait, il y a une devise dans le monde du trône de fer, c'est à chaque fois, on disait à chaque fois que les Targaryens avaient un enfant, les dieux lançaient une pièce. Et en fait, soit cet enfant pouvait être tout à fait normal, soit il était malsain profondément et il était fou. Donc il y a des exemples avec Maegor le cruel, Aerys le roi fou, et d'ailleurs Geoffrey, fils d'inceste entre Cersei et Jaime, et lui aussi quelque part fou à cause de cette règle, en tout cas dans le trône de fer ça a une vérité, quand il y a des rapports incestueux, particulièrement dans les familles royales, il y a une chance sur 2 pour que l'enfant soit fou, et donc d'où cette phrase, ce proverbe qui existe dans la série, à chaque fois que les Targaryens ont un enfant, les dieux lancent une pièce. C'est une référence à l'inceste qui, une fois sur 2, crée des monstres absolument abjects, cruels, extrêmement violents, et en même temps aiment voir souffrir les autres. Et en même temps beaux.
Oui, oui, quand même. Ce qui est étonnant, il y a cette beauté qui. Mais Alors il y a cette relation. par exemple, le frère Viserys, le frère de Daenerys, Mhm. lui, on voit qu'il est vicié, C'est qu'il a un vrai, problème. tu as Tandis que raison. Daenerys, elle, Tu elle as a une raison. pureté, elle a une Je pense à beauté. elle, mais oui, tu as Ouais. raison, complètement. Ouais, complètement. Il est déjà oblique, il est déjà de Traviole. On le sent bien dans la manip, mais visuellement, physiquement, il reflète la même chose. Ouais. L'acteur est bien choisi pour Comme ça, en Geoffrey, plus. l'acteur est excellent. Ouais, Ouais, l'acteur ouais, qui joue Viserys, exactement. excellent. Et donc, parce qu'à une époque, les Targaryens ont conquis les 7 royaumes et ont pris le trône de Voilà. fer. 300 ans avant, De effectivement, là ils ont. l'existence de crânes de dragon qu'on trouve encore à Port-Réal aujourd'hui. Et alors, on dit que les dragons ne peuvent mourir que s'ils sont tués et qu'ils grandissent indéfiniment, en fait, si on ne les tue pas. Donc, ils ont été effectivement tués lors de conflits, ces dragons, et c'est pour ça qu'il n'y en a plus actuellement. Et c'est aussi pour cela que la famille Targaryen a été chassée du trône par le roi Robert, parce qu'il n'avait plus de dragons pour se défendre et pour assurer leur conquête militaire et leur pouvoir sur les royaumes. C'est là la rébellion donc de Robert de Baratheon qui prend le trône, qu'il occupe toujours. On a dit qu'il est mort par une chasse au sanglier. Mais pendant ce temps, cette personne, descendant des Targaryens, elle n'est plus dans son royaume. Elle est seule, perdue, isolée, en exil. Le reste de sa famille a été massacré extrêmement sauvagement lors du sac de Port-Réal, au moment de l'arrivée de Robert Baratheon dans Port-Réal. Et donc toute sa famille, tous les gens, à part son frère, tous les gens qu'elle connaissait, ont été massacrés extrêmement violemment. Bon, c'est écrit dans le livre, hein, donc voilà, je le raconte, mais on dit que Ser Gregor Clegane, la montagne, a écrasé le crâne d'un bambin contre un mur. Donc voilà, c'est des choses extrêmement violentes. Et elle a ça aussi en elle, évidemment. Elle a un désir de revanche extrêmement puissant. Et d'ailleurs, c'est pas la dernière Targaryen. Il y a un autre Targaryen à la garde de la nuit, qui est le maître de la garde de la nuit, un vieil aveugle, Ah oui, qui est aussi exact. un Targaryen qui a renoncé. Il aurait pu devenir roi, il a Oui, je renoncé vois pour, lequel, pour ouais. entrer dans la garde de la nuit. C'est un personnage très intéressant Oui, aussi. exactement. Ouais, c'est vrai. Qui fait le pendant plus sombre Aemon. du maître de Winterfell, tu sais, Oui, tout à fait. Oui. Lewin. Ah, oui. Et lui, c'est Aemon Targaryen. Oui. Et bon, il y a la révolte de Robert Baratheon, mais ça on l'a vu. Mais elle, ce personnage, Daenerys, qui devient par une espèce de transformation d'un seul coup, même si elle est aidée quelque part par une femme qui l'enseigne la façon de faire l'amour avec son mec, qui la prend comme une chienne, comme il prend les autres femmes, lui fait comprendre qu'elle peut être sa rivale dans le jeu d'équilibre de l'amour et avoir toute sa dignité de femme en montant sur lui, déjà en regardant dans les yeux, etc. Toute une explication intéressante Et, du comportement qu'elle doit avoir, ouais. alors qu'elle se fait prendre sans rien dire, Et comme on une voit, esclave, quoi. on voit cette brute de Khal Drogo qui tombe amoureux progressivement et qui Exactement. s'attendrit. Et ils auront un enfant, et cet enfant ne va pas naître, hein, puisque... comment meurt cet enfant en fait elle est enceinte. Et Oui. Khal Drogo est blessé quasi mortellement lors d'un combat. Il est tombé de cheval, oui. Elle demande à la sorcière. À cette sorcière, oui. Une sorcière donc, qui a été capturée par la horde de barbares. Elle lui demande de l'aider à ressusciter Khal Drogo. Et elle dit le prix à payer, ce sera ton enfant. Et donc Khal Drogo est ressuscité, mais il est zombifié, quoi. Il est que l'ombre de lui-même. Il est toujours vivant, mais il ne peut plus bouger. Il est quasiment dans le coma. Donc finalement, voilà, il s'est fait avoir par cette sorcière. Et ses vrais enfants, ce seront les dragons. Exactement. Ces œufs de dragon qu'on lui a offerts pour son mariage et qui vont éclore et donc donner de vrais dragons authentiques, comme on n'en a plus vu depuis des centaines d'années. La tribu s'appelle les Dothraki, c'est ça, Dothraki, ouais. le peuple des chevaux, avec leur cité aux 1000 chevaux, quoi. Mais les enfants, voilà, tu l'as dit, ce sont ses enfants, les dragons, et pas l'enfant qu'elle a perdu. Elle est liée au dragon, beaucoup plus que son frère. Son frère subira le feu, quelqu'un qui est lié au dragon comme elle. Alors, c'est intéressant son initiation, je la vois comme une sorte de reine légendaire, parce qu'elle appartient à la légende, alors qu'elle est physique, puisque lorsque Khal Drogo est mort, il y a un bûcher funéraire, et elle marche, elle avance vers le feu, pour être brûlée, être emportée avec lui. Tous se disent, et nous-mêmes spectateurs, ben voilà, elle meurt avec lui, à la manière un peu dans les bûchers brahmaniques, etc., ou enfin, du védique, je veux dire, ou dans d'autres religions aussi. Je vois Siegfried et Brunhild, c'est le même mécanisme. Elle rentre dans le feu, elle va survivre aux flammes. On la voit nue, maculée de cendres, mais avec d'un seul coup trois petits dragons minuscules comme ça, étranges, perchés sur son épaule, qui rampent sur sa poitrine. D'un seul coup, ces dragons ont éclos, parce qu'elle a mis les œufs dans le feu avant d'allumer le brasier.
Ces œufs qui apparemment ne servaient à rien. Oui, on les disait éteints. Éteints, oui. On pouvait les vendre, ça faisait de l'argent. C'est Ah oui. comme une antiquité en quelque sorte. Les objets les plus chers au monde, hein, d'ailleurs. Les œufs de dragon, très recherchés. Elle aurait pu se financer son armée en vendant un de ces œufs de Voilà. dragon, par exemple. Très recherchés, mais qui ne pouvaient pas éclore. Ben là, justement, si. Donc, il y a cette émergence étrange de ces dragons d'un seul coup. Et on comprend donc, parce que là, c'est le retour des dragons. Ils étaient là des millénaires en arrière, c'est le retour des dragons. Comme en même temps, de l'autre côté du mur de glace, il y a le retour des divinités ancestrales et archaïques. Donc des deux côtés, ce sont deux pistes différentes pourtant. Je ne sais pas si elles se croisent quelque part dans l'histoire à un moment donné. On est sur la saison 1 et 2. Elles sont pour l'instant parallèles et dissociées. Mais elles annoncent en même temps la même chose, quelque part, par rapport à Port-Réal, qui est le côté pratique, manipulateur, l'histoire du trône de fer. Ça sent tout. Moi, ça sent trop. Franchement, ça sent l'Élysée, la modernité pour moi, tu vois, ce genre de plan. Mais dans un contexte historique différent, bien sûr. Mais dans les mentalités, c'est pas si éloigné de nous quelque part. C'est plus sauvage, c'est plus barbare, mais les mécanismes sont exactement les mêmes, moins polissés simplement. Et encore, la même onctuosité quand il faut. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je pense inévitablement à deux personnages très intéressants dans ce jeu des trônes, Littlefinger et Varys. Donc Littlefinger, c'est l'argentier, le grand argentier du royaume, qui, on le voit, baigne dans des affaires pas très nettes. Il possède plusieurs bordels en ville. Et en plus, on sent qu'il s'amuse un peu avec les comptes, quoi. Il fait pas les choses... je sais pas si c'est dit très clairement dans la série. En tout cas, dans le bouquin, on insiste un peu là-dessus, sur le fait que Littlefinger, il fait aussi son propre beurre de son côté sur les comptes du roi. Et Varys, personnage encore plus intéressant, Ouais, c'est vrai. un eunuque, donc qui n'a plus d'intérêt dans comment dire, les jeux de la chair, on va dire, et qui se consacre totalement La manipulation. au pouvoir, à la manipulation. Il a des espions partout dans le royaume qui lui relatent des histoires très intéressantes, qu'il susurre aux bonnes personnes, donc il connaît extrêmement bien les mécanismes. Il joue avec une précision et une justesse, le jeu de la manipulation, Oui, sans se faire griller, on va dire. tout à fait, oui. Même si tout le monde le déteste, personne ne Ouais. peut le toucher parce qu'on a trop peur de lui. Impossible. Il Ouais. est terrifiant, il a ce côté terrifiant alors qu'il est très onctueux, très Onctueux, crémeux, oui, et très... On dirait un Ouais. Bouddha un peu largué, Oui, c'est ça, à ouais. côté de la plaque. Ah oui, Et- alors qu'en fait, il sait très bien aussi feindre l'ignorance et jouer celui qui ne sait pas. Et oui, tout en respectant dans ses paroles celui qui est en face. Il n'y a pas jamais d'injure ou de violence dans Bien les sûr. propos de sa Oui, part oui. à lui. Hein. oui, tout à fait. La personne dont tu parles précédemment, Littlefinger, est plus acérée Oui, oui. dans son comportement. Et d'ailleurs, Cersei, dans une scène légendaire, lui fait bien comprendre sa place et le menace de le tuer sur place, de le faire exécuter par sa garde, et lui montre que le vrai pouvoir, c'est celui de pouvoir tuer qui l'on veut, et pas ces petits jeux de manigance qu'il mène. Donc ça lui met un petit coup au moral, on va dire, à Littlefinger. C'est une scène extrêmement intense et qui est qui est très bien rendue dans la série, je trouve. Alors que Varys, lui, l'autre manipulateur onctueux, s'en sort très bien quand il parle d'un Ned Stark, Oui. qui lui dit j'appartenais jadis à une troupe de comédiens. On ne peut pas se comporter quand on est comédien comme le fait un guerrier ou un chevalier. Ce pas les mêmes mécanismes de comportement et de pensée. Je pourrais vous faire libérer, mais ce serait mes risques et périls. Non, je ne le ferai pas. Enfin, c'est dit avec une telle vérité dans la manipulation que Ned Stark le remercie pas, mais c'est comme s'il l'estimait quelque part. Sa Oui, façon, tout à fait. sa façon d'avoir parlé, tout en sachant qu'il avait dit je peux rien faire pour toi et je te sauverai pas. Et ce fameux personnage de Varys l'araignée, il faut préciser que c'est un... Varys l'araignée, pour bien Voilà. son nom, ouais. Varys l'araignée, il a survécu aux différents rois aussi. Il a été déjà sous les Targaryens à l'époque, ensuite sous Robert, maintenant il est sous Geoffrey. Il a connu différents rois et il ne s'est pas fait évincer. C'est bien la preuve de sa puissance. Et chacun, et il dit, d'ailleurs je crois qu'il a une phrase où il dit que le plus important c'est que les autres pensent que vous êtes dangereux, pas forcément d'être vraiment dangereux. Et que c'est pour ça qu'il reste aussi longtemps, c'est parce que les autres le craignent tellement et ont tellement peur de tout ce qu'il croit qu'il sait, En gros, qu'il est il a intouchable, des quoi. dossiers sur tout le monde. Il a des quoi. dossiers sur tout le monde, exactement. C'est C'est ça, exactement ça. En tout Il cas, peut faire chanter qui veut. en quoi. tout cas, les gens pensent Et c'est bien qu'il a des joué. dossiers. Voilà, il sait très bien jouer le jeu. À la fois évidemment. comme acteur, Lisandre, et comme manipulateur dans le jeu, mais comme acteur aussi, c'est un bon acteur. On va écouter je sais pas, on en est où musicalement par rapport au... Ben, on parlait de Daenerys Targaryen tout à l'heure, la Voilà. mère des dragons. Ben, si on écoutait justement la musique extraite de la bande originale de la série qui s'intitule Mother of Dragons, donc la mère des dragons.
La musique de Khaleesi, la mère des dragons, Daenerys Targaryen. Et on parle du trône de fer ce soir avec Jean-Paul Bourg. Alors le trône de fer, pour ceux qui ne connaissent pas, qui nous rejoignent à l'instant, qu'est-ce que c'est le trône de fer? C'est une série de livres, il y en a 5 pour l'instant qui sont sortis, 5 très gros volumes, hein, c'est plus de 1000 pages chacun, donc c'est vraiment des gros morceaux, mais c'est excellent, c'est pour ça qu'on aime, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre. Et ça a été récemment adapté en série télévisée par la chaîne américaine HBO, et cette série... Effectivement. Donc de quoi va-t-on parler à présent? Il y a beaucoup de choses à dire sur cet univers qui est extrêmement riche. Je pense Oui. Lysandre au Stark, toujours, du Royaume du Nord, Mhm. puisqu'ils regardent vers Lamnas, et au-delà de Lamnas, vers ce qui fut leur ancestralité, quelque part. Et quand ce jeune Bran, le jeune Bran tombe de la tour parce qu'il a surpris les deux Lannister, la reine et son frère, dans des parties érotiques assez chaudes, comme ça, parce qu'il passe son temps à escalader les tours du château, quoi. Il les surprend, et bien sûr, Jaime Lannister, qui est là, voyant l'enfant sur le bord de la fenêtre, surpris. Et comment faire? S'il répète ça au roi, leurs deux têtes, elles sont bout de pique à Port-Réal. Bah, tout simplement, ouf, il pousse l'enfant du haut de la tour, et long, qui s'écrase en bas. Et ça, c'est le cut d'un des épisodes. Et Jaime Lannister dit qu'est-ce que je ne ferais pas par amour. Ouais, En parlant parce de qu'il est amoureux de sa sœur. il aime beaucoup sa sœur, bien Ouais, sûr, ouais. il est profondément amoureux d'elle. Donc Bran a un coma assez long et il se réveille ensuite, bon, quand on parle des détails, hein, il se réveille et les étranges sommeils de Bran, parce il est infirme des deux, ses deux jambes ne fonctionnent plus. On peut l'aider à monter à cheval avec une armature de fer, mais c'est comme si tu étais tenu. Bon, en général, c'est Hodor, un personnage assez grand, un peu comme un géant quasiment, qu'il porte sur ses épaules. Donc ses jambes ne fonctionnent pas, il est allongé avec ce lit de fourrure. Près de lui, il y a bien souvent Lowyn, qui est le maître, celui qui sait, hein, des vieillards du Royaume du Nord. Et l'étrange sommeil de Bran, une sorte de transe comme ça, où d'un seul coup il se réveille, il s'est vu, ou plutôt senti, à l'intérieur d'un loup. On le voit à l'image avec le halètement, la caméra comme ça qui court à la surface du sol, et puis un trou d'eau. Et il s'est réveillé, il dit à Lowyn, le vieillard, chaque nuit c'est la même chose. Je suis en train de marcher, puis de courir, mais ce n'est pas moi. Je cours à travers la forêt des dieux, reniflant la saleté, avec le goût du sang dans ma bouche, quand je viens à peine de tuer, et hurlant. La vieille Nan, c'est une des nourrices, me racontait des histoires à propos d'êtres magiques qui peuvent vivre. Alors, me racontait des histoires à propos d'êtres magiques qui peuvent vivre dans la peau de cerf, d'oiseau ou de loup. Et là, on pense au pouvoir que possédaient les enfants de la forêt, bien avant que les hommes arrivent, lorsqu'ils occupaient tout ce territoire, et qui sont maintenant refoulés de l'autre côté du mur de glace. Alors, réponse de Lowyn, le vieillard prudent, ils ont peut-être existé, ces personnages dont il parle, qui peuvent vivre dans la peau d'animaux, mais ils ont disparu de d'autres mondes, comme beaucoup d'autres choses. Ce ne sont que des rêves, Bran, rien de plus. Et Bran précise et il affirme, non, mes rêves sont différents, les miens sont vrais. Il sait ce qu'il a senti et ce qu'il a vécu. Je pense à Arya, sa jeune sœur, qui porte un nom de plus que nordique, entre autres, là. Donc, qui se bat à l'épée avec Needle, c'est parce qu'un garçon manqué, plein de fougue et de courage en plus. Et si tu as remarqué, elle se bat de la main gauche. Ah, j'avais pas fait attention à ce détail. Bon, je ne dis pas que c'est un symbole ésotérique particulier, je ne sais pas si l'auteur va si loin que ça. Parce que je sais pas si dans le livre c'est précisé qu'elle se bat de la main gauche. Est-ce que c'est parce Ah, que je la sais pas. comédienne est gauchère aussi peut-être? Alors, je parle de la série Ouais. Je sais pas si télévisée. Hein. je sais pas si Le livre, le je sais personnage pas. d'Arya est Tu as raison, il gauchère. faudrait voir dans le livre. Ouais, exactement. En tout cas, je trouve que la comédienne a réussi à très très bien rendre le personnage de Arya et vraiment on le retrouve dans le livre avec beaucoup de plaisir parce que on sent qu'elle s'est beaucoup investie. D'ailleurs, j'ai vu une interview où elle disait qu'elle avait lu tous les livres et qu'elle connaissait mieux les livres d'ailleurs que n'importe quel autre membre du casting, elle connaissait les noms de tous les personnages. Et donc vraiment, voilà, elle a vraiment pris le personnage d'Arya pour elle et je
trouve qu'elle fait un travail remarquable, alors qu'elle est jeune, hein, elle doit avoir 12 ou 13 ans. Voilà, pas c'est plus, toute hein. petite bonne femme, mais qui a les cheveux, qui s'est coupé les cheveux très courts, qui se bat l'épée comme un mec. Elle s'est fait entraîner par un bretteur venant de quelle région, en fait Oui, venant des îles lointaines, alors je ne sais plus Je sais plus. quelle région exactement, mais Enfin, un maître d'armes, quoi. ouais. Et d'ailleurs, il y a toute une polémique, toutes des discussions sur ce maître d'armes, parce qu'on ne voit pas exactement ce qui lui arrive dans la dernière scène, on le voit sans raconter ce qui se passe. Donc on ne Oui. sait pas s'il est vivant ou mort, et toujours aujourd'hui, là où j'en suis, voilà, Silvio Forel, Ah bon on n'a pas de nouvelles. Par contre, je ne Alors, sais est-ce plus qu'il du tout d'où- réapparaîtra ou pas? Oui, peut-être, voilà, c'est un personnage en suspens comme ça. Il avait une épée de bois contre 3 chevaliers en épée d'acier, donc c'est peut-être compliqué, mais c'était quand même un fin bretteur, donc qui sait. En tout cas, les fans sont déchirés sur son cas et beaucoup aimeraient le revoir. C'est un personnage assez emblématique aussi. Oui, c'est vrai que mais ça, sur la longueur, c'est possible, remarque. Mais à moins, parfois des personnages apparaissent, on ne les revoit plus. Je ne sais pas si c'est logique. Lorsqu'ils ont de l'importance dans une histoire, quand ils prennent de l'importance, on doit logiquement les revoir. Oui, Ou surtout alors, si, ou alors ils meurent. surtout si voilà, on n'a pas dit précisément s'il était mort ou pas. Effectivement, la question est toujours valable. On ne sait pas. On ne sait pas. Alors il y a ce moment où Bran se fait porter par Hodor, ce géant comme ça de Winterfell, au bois sacré à Winterfell, et pendant que, comme l'avait fait son père, comme le font la plupart des personnes, comme le font tous les Nordiques de, du Royaume du Nord, euh, pendant ce temps, son père est à Port-Réal, dans un monde d'intrigue qui va lui coûter la vie, comme on l'a dit. Il vient, l'enfant, il se fait porter par le géant dans le bois sacré pour prier l'arbre ancien, prier les anciens dieux devant le Baral, c'est le nom de l'arbre sacré, pour la protection de son père, de ses frères. Et puis, dont Robb, qui a décidé une guerre pour libérer son père contre les Lannister de Port-Réal. Ou ses sœurs, Sansa, qui est mariée à Geoffrey, au nouveau roi, au dieu, ou la petite Arya dont on vient de parler, qui se bat à l'épée. Mais, alors, ce que dit George Martin, lorsque Bran se fait porter devant l'arbre sacré, pour montrer de nouveau le rapport de la famille des Stark avec les anciens dieux de l'autre côté du mur, c'est ce que je veux dire. Ces lieux, Bran les avait toujours chéris, même avant. Mais il éprouvait de plus en plus d'attrait pour eux. Le Baral lui-même avait cessé de l'effrayer. Et tout en l'obsédant, le regard sanglant de sa face blême lui procurait désormais une espèce de réconfort. Les dieux veillaient sur sa personne, se disait-il. Les anciens dieux, les dieux des Stark, des premiers hommes et des enfants de la forêt. Les dieux de son père. Il puisait dans leur vue un sentiment de sécurité totale, et le silence absolu du bois favorisait l'effort de sa pensée. Il n'avait jamais tant pensé que depuis sa chute, tant pensé, tant rêvé, tant conversé avec les dieux. « Faites que Robb ne parte pas, pria-t-il tout bas. Sa main songeuse balayait l'eau froide, ses yeux songeurs admiraient s'élargir sa vision. Faites qu'il reste. Ou s'il faut qu'il s'en aille, faites qu'ils reviennent tous sains et saufs, ainsi que mère et père, et les filles, il parle de ses sœurs. Bon, il est là à prier pour la protection de ses proches. Et arrive Osha. Osha, c'est une sauvageonne qui vient de l'autre côté du mur, elle, qui était capturée par Théon et Robb, alors qu'elle essayait d'attaquer Bran, voilà, qui était à cheval, sans défense. Avec un nouveau, une sorte comment dire, d'appareil pour lui permettre de monter à cheval, puisqu'il n'a plus l'usage de ses jambes, hein, après sa chute du mur, après avoir escaladé le mur et avoir été jeté par la fenêtre par Jaime Lannister, il perd donc l'usage de ses jambes. Il est sur une sorte d'appareil sur son cheval, et effectivement, Osha et un autre sauvageon les attaquent, et il va être sauvé par son frère. Et, le sauvageon est tué. Théon, le sauvageon est tué. Elle est gardée en esclave. Voilà, elle est même mieux qu'une esclave, parce qu'elle est libre. Elle circule librement dans le... Et on lui confie la mission de s'occuper de Bran, ça devient sa mission. Puisqu'il est donc dans le bois sacré, Bran a prié les anciens dieux pour la protection de son père, et arrive Osha, la sauvageonne justement. Elle arrive, celle qui vient de l'autre côté du mur, d'où viennent toute l'ancestralité des Stark, et au-delà les mystères, les marcheurs blancs, les spectres, ceux à qui personne ne croit, à Port-Réal, c'est une autre histoire. La discussion entre les deux est intéressante. Bran qui dit « Mais qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Et elle dit « Ce sont aussi mes dieux. »
Il n'y en a pas d'autre au-delà du mur. Déjà, on comprend que les Stark sont enracinés avec les dieux de l'autre côté du mur polaire, des terres de glace. Il y a le frisson du vent dans les feuilles de l'arbre. Rien d'autre. Alors, il y a le baral, l'arbre ancien, les frissons du feuillage, ses yeux de rouge. Et il lui demande à elle, puisqu'elle connaît les anciens dieux, paraît-il mieux que lui, elle vient de l'autre côté du mur, c'est là où ils sont actuellement, où ils sont dans toute leur force. Il lui dit, qu'est-ce que ça veut dire entendre les dieux? Elle lui dit, tu demandais à l'instant là. Il répondait, ouvre tes oreilles, écoute, tu entendras. Et il dit, mais ce n'est que le vent, les feuilles qui frissonnent. Et c'est qui t'envoie le vent, tu crois, si c'est pas les dieux? Un imperceptible cliquetis de fer, elle s'assit sur l'autre rive, en face de lui. Et ils disent quoi? Il dit Bran. Ils sont tristes. Le Seigneur, ton frère, ils ne pourront rien pour lui, là où il va. Les anciens dieux n'ont aucun pouvoir dans le sud. On a coupé tous les barrals là-bas, depuis des milliers d'années. Comment veux-tu qu'ils veillent sur ton frère quand ils n'ont plus Dieu? Comme c'est avec le regard et la vision qu'ils avaient le contact avec les gens du royaume du Nord, et même tous ceux du continent de Westeros, lorsqu'il était habité et peuplé par les enfants de la forêt, avant qu'arrivent les premiers hommes. Et arrive Hodor, qui était prendre un bain, le espèce de géant, là, comme ça, entièrement nu. Il fait penser à un géant, justement, parce que la sauvageonne, qui vient de l'autre côté du mur de glace, où on dit que vivent aussi des géants, Lysandre. Oui, on va même les voir sans rien déflorer. Oui. On verra des géants dans le cours de la série. Donc elle dit, parce que lui il est vêtu d'un vêtement, bon, on pense à un grand bonhomme simplement, quoi, un peu large et lourd. Et bon, ça, si c'est pas du gros calibre, s'il n'a pas du sang de géant, moi je suis la reine. Alors je pressens déjà, alors lui il dit, Bran, des géants, Maître Luwin affirme qu'il n'y en a plus, qu'ils sont tous morts, de même que les enfants de la forêt, qu'à part les vieux os, que des charrues des terres par-ci par-là, il ne reste rien. Qu'ils aillent faire un tour au-delà du mur, ton maître Luwin, riposta-t-elle, et il en trouvera, où ils le trouveront. On sent déjà, et là on le sent toujours dans cette série, ce rapport magique entre les deux. Et quand Maître Luwin dit à Bran que les rêves sont que des rêves, au chat la sauvageonne, elle répond, certains oui, certains non. Et elle dit, les enfants de la forêt pourraient vous dire une ou deux choses à propos des rêves. Sachant qu'il existe, Lysandre, de l'autre côté du mur de glace, on peut le dire, ce qu'on appelle les marchands les blancs. Oman, ceux qui possèdent qui ont la faculté. Non, pardon. Ce sont les enfants de la forêt qui peuvent lire se servir des rêves, je veux dire. Oui, et en fait, c'est pas seulement les enfants de la forêt, c'est ce qu'on appelle, alors je me souviens du terme Les anglais, Oman, mais, c'est ça, oui. mais non, les omanes, c'est ceux qui peuvent prendre le contrôle Le contrôle d'animaux. d'un animal, c'est Voilà, ça, le oui. contrôle d'un animal. On appelle ça en anglais les green seers, alors je crois que c'est les voyeurs verts, ou je sais pas comment dire. En tout cas, on parle de rêve vert. C'est ça. Vert, la couleur verte. Oui. Et Jacques de la forêt. il y a deux personnages qu'on aurait dû voir d'ailleurs dans la saison 2, qui sont dans le deuxième tome du livre, qu'on verra sans doute dans la saison 3 parce qu'ils sont assez importants, qui sont Jogène et Mira, qui sont des enfants venus de villages dans les marécages et qui ont toujours ce contact très fort avec les anciens dieux et qui expliqueront à Bran comment analyser ces rêves verts, comment les comprendre et comment les maîtriser aussi. Et c'est deux personnages très importants de la série. Bon, j'en dirai pas plus. Alors justement, on voit bien que dans les 7 royaumes, avec Port-Réal comme ville des intrigues avec le trône de fer, le royaume du Nord des Stark, qui s'intéresse si peu au trône de fer, est entièrement tourné vers ses dieux ancestraux de l'origine, puisque Maître Luwin finira par lui parler des enfants de la forêt, justement. Il lui montre des flèches d'obsidienne, on en a parlé tout à l'heure, des pointes de flèches, d'un noir qui brille, qui peuvent servir, tu dis, à tuer des dragons, mais là on anticipe. Mais on parle de ver dragon. Oui, c'est le mot qui est donné pour ces flèches, oui. Et il dit de l'obsidienne, forgée au foyer des dieux dans les entrailles de la terre. Les enfants de la forêt s'en servaient pour chasser, voilà des millénaires. Au lieu de mailles, ils portaient de longues chemises de feuilles tissées et des housseaux d'écorce, grâce auxquels ils semblaient se fondre dans la végétation des bois. Et leurs épées étaient d'obsidienne et non d'acier. Et il lui parle des enfants de la forêt, il dit, et là on comprend la généalogie de ces 7 royaumes. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Ils vivaient à l'âge de l'aube qui précéda tout, bien avant les rois et les royaumes. Ils furent les tout premiers,
En ces temps-là, il n'y avait ni château, ni fort, ni ville, ni la moindre apparence de marché, ni de bourg entre ici et la mer de Dorne. Il n'y avait pas d'être humain du tout. Seuls les enfants de la forêt habitaient les terres que nous appelons aujourd'hui les 7 couronnes. Beaux malgré leur teint sombre et leur petite taille, même à l'âge adulte, elles n'excédaient pas celles d'un enfant. Ils avaient pour demeure secrète au profond des bois les grottes, les lacs, les hameaux d'arbres. Leurs dieux étaient les anciens dieux de la forêt, des cours d'eau, des pierres, les dieux dont nul ne prononce les noms, appelés vervoyants, leurs sages sculptés dans le tronc des barrales, des figures étranges chargées de surveiller. La selve, c'est la forêt, j'imagine. D'où provenaient les enfants de la forêt? Combien de temps dura leur règne en ces lieux? Personne au monde ne le sait. Donc les enfants de la forêt habitent à l'origine ce continent avant même que les 7 royaumes soient là. Ce sont les autochtones de l'immense continent, avant qu'il soit divisé en royaumes. Puis arrivent les premiers hommes qui combattent les enfants de la forêt, qui finissent par faire alliance avec eux et adoptent leur dieu. C'est l'âge de l'aube. Et arrivent les Andals. Alors les Andals, c'est un peuple originaire de l'Orient, on dit, dans le livre de Martine, à la peau et aux cheveux clairs. Ils apportent l'écriture, alors que les premiers hommes, alliés aux enfants de la forêt, on l'a vu, utilisaient des runes gravées dans la pierre. Et ils amenaient avec eux, les Andals, de nouveaux dieux, et non pas les anciens dieux dont on parle. Et ce que dit Luwin, maître Luwin, assis au chevet de Bran, qui est sous ses fourrures, les Andals brûlèrent les bois sacrés, livrèrent les faces, c'est les barrales avec leur visage, les arbres sacrés, à la hache, massacrèrent tout ce qu'ils purent rattraper d'enfants, les enfants de la forêt, proclamèrent le triomphe des 7 sur les anciens dieux, de sorte que les enfants, contraints à fuir vers le nord, se réfugièrent au-delà du mur de glace. Donc les 7, ces nouveaux dieux qui arrivent, c'est intéressant, Lysandre, ce sont les 7 faces d'un dieu unique. C'est ce qui est dit. Hein. Oui, exactement. On le disait tout à l'heure, un peu à l'image de la Trinité. D'ailleurs, George R. R. Martin dit lui-même qu'il s'est inspiré de la Trinité chrétienne pour créer ce Dieu à 7 faces. Où il le dit, oui. il y a 7. Alors, je cherchais justement les 7 dieux, mais je ne l'ai pas trouvé encore. Donc, en fait, ces 7 dieux, ces différentes figures de l'homme à l'âge du trône de fer, on va dire. Il y a de l'homme et de la femme. Il y a l'aïeul, la jouvencelle, le guerrier. J'essaie d'en souvenir en même temps. Je vais peut-être trouver une liste, ça va être plus simple. Il y a le père, c'est ça? Voilà, Oui. le père, le guerrier. Voilà, je ne le trouve pas, évidemment. Je te laisse meubler, Jean-Paul, le temps Non, que mais je ce n'est trouve. pas grave. Tu peux les chercher, mais ce qui est intéressant à dire aussi, Lysandre, c'est que si on parle des nouveaux dieux qui repoussent les anciens dieux au-delà du mur de glace, au nord, brûlent même les arbres sacrés et installent leur religion quelque part, on parle du christianisme, tu viens de le dire, mais il parle en même temps des 7 faces d'un dieu unique. Moi, je dirais que c'est aussi le monothéisme, puisqu'on parle d'un dieu unique. Oui, tout à fait. Par Euh, opposition à la multiplicité des dieux du paganisme, je peux utiliser le mot, il n'est pas dit dans le livre, mais c'est exactement la même chose, de ces dieux du Nord, c'est-à-dire les anciens dieux dont il parle, ceux des enfants de la forêt, qui sont Bien sûr. les originaires de... Alors, j'ai là la signification l'identité des 7 dieux, donc de la nouvelle religion, hein, ce qu'on appelle les nouveaux dieux. Ces 7 dieux, ce sont le père, le guerrier, le ferrant, la mère, l'aïeul, la jouvencelle et l'étranger. Ils sont en fait les 7 faces d'un seul et même Dieu. L'étranger, qui n'est ni masculin ni féminin, représente l'inconnu et la mort, un peu comme la carte de tarot, le 13. Et ces dieux ont des lieux de culte à Port-Réal ou ailleurs. Qu'on appelle les septons. C'est ça, oui. Ils ont une importance. Alors bien souvent, certains jurent à la fois, c'est assez malin, c'est très Game of Thrones, le jeu du trône, enfin, plutôt, c'est le jeu là, jure à la fois sur les anciens dieux et les nouveaux dieux. Hein. Oui, c'est ça. C'est bien souvent la phrase qui est dite. Ouais, par les anciens et les nouveaux dieux. Comme Ce qui ça, n'est pas le cas des gens du royaume du Nord.
Oui, les Stark, effectivement, Ne jure que parlent par les anciens dieux. des anciens dieux. Mais alors, on voit même que la famille Stark, qui est très attachée aux anciens dieux, Par euh, la mer. est modernisée par la mère, voilà, Catelyn Stark, donc d'une famille, Qui priait les 7 dieux. la famille Tully, et qui, elle, effectivement, prie les sept dieux. Et d'ailleurs, on voit que Sansa Mais à intégrer les anciens dieux aussi. a intégré les anciens dieux, mais même elle montre son incompréhension par rapport aux anciens dieux. Elle dit parfois à Ned, tu es toujours avec tes anciens dieux, face à ton Baral. Elle a une C'est incompréhension vrai. par rapport à la religion de Ned Stark. Et on voit que Sansa, sa fille, va au septuaire prier les sept et est moins liée aux anciens dieux. Alors Sansa, sa fille, qui épousera Geoffrey, ce jeune roi odieux et qui mérite plus qu'une baffe dans la gueule, d'être étripé, quoi. Le pauvre acteur, il paraît qu'à Los Angeles, quand il se balade actuellement, il se prend des crachats dans la gueule, quoi. Ah oui, il se fait insulter Il se fait quotidiennement. Et insulter. Cersei, sa mère aussi, enfin l'actrice qui joue sa mère dans la série, est aussi, pareil, traitée de tous les noms quand elle va dans la rue, parce que son personnage, c'est vrai, n'est pas très aimable, prend des décisions assez violentes. Et bon, Geoffrey est clairement un merdeux, quoi. On n'aurait pas la voir comme enfant, c'est certain. Mais par contre, les acteurs, pour dire à quel point il y a une passion autour de cette série, les acteurs sont C'est très bon, harcelés, ouais. sont harcelés dans la rue, harcelé, voilà, bien sûr, oui. Dans insultés, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, oui, bien sûr. oui, oui, bien sûr. Puisque celui-là, bah, évidemment, son comportement à l'écran est d'un cynisme et d'une saloperie qu'il ne peut même pas assumer physiquement, en plus, par sa présence. C'est vraiment la petite salope, quoi, on va dire. Excuse-moi. Oui, On bien parle sûr. de la série. Oui, tout à fait. On parle du L'acteur est personnage. un bon acteur, Non, bien mais sûr. justement, en plus, il paraît que l'acteur est adorable et quelqu'un de très gentil et qu'il a très bien compris le personnage et que c'est pour ça qu'il le fait aussi bien. Donc, forcément, c'est triste pour l'acteur qui joue bien, mais qui joue tellement bien qu'il devient haïssable. Voilà, il faut le dire. Bah oui, il le joue très bien. Tu fais de la musique Oui, on peut justement passer un morceau qui s'appelle By the Old Gods and the New, par les anciens et les nouveaux dieux, si j'arrive à le trouver. Voilà, The Old Gods and the New, pour continuer cette soirée Trône de Fer sur Radio Ici et Maintenant. The Old Gods and the New, soirée Trône de Fer sur Radio Ici et Maintenant avec Jean-Paul Bourg ce soir. Nous sommes en direct, on va ouvrir le standard dans quelques instants. Là je vois que ça appelle, non pas tout de suite, on va ouvrir le standard un peu plus tard
pour vos interventions en direct d'ici une vingtaine de minutes ou un peu plus. Voilà, on ouvrira le standard pour vos interventions. On va continuer à parler un peu de la religion dans le monde du trône de fer, puisqu'il y a une... on parlait d'Achaï. Voilà, on parlait de Mélisandre d'Achaï, donc la prêtresse rouge du culte du maître de la lumière. Pour dire la complexité de cette série-là, depuis le début, on a parlé de pas moins de 4 religions différentes. Donc voilà, c'est pas un monde... Celle-là est assez minoritaire. Celle-là est assez minoritaire, mais elle concerne quelques adeptes, elle fait très marginal. On voit l'émergence aussi de cette religion venue de l'étranger, de force. Donc effectivement, un des prétendants au trône de fer, Stannis Baratheon, prend cette religion comme la sienne, brûle le septuaire de son île, puisqu'il est à Pendragon, donc l'île originelle des Targaryens, l'île d'où est partie la révolte Targaryen, ça c'est un autre détail. Et justement, donc il brûle le septuaire à la demande de cette prêtresse rouge pour embrasser ce nouveau dieu, le dieu des flammes, un dieu vengeur, un dieu violent, un dieu qui peut tuer, qui a des pouvoirs. On sent qu'elle va chercher, cette prêtresse, dans des pouvoirs anciens aussi, dans une mystique particulière. Et voilà, on est plus sur la magie noire, effectivement. Elle fait des choses assez sombres, il y a quelque chose d'alchimique. Quand on voit cette espèce de spectre de fumée armé d'un poignard, ou je sais plus, pour tuer le roi. Tout à fait. Un des rares éléments vraiment très magiques de la série. Qu'on sorte de ses jambes ouvertes. Tout à fait. Une espèce de mouvement de pieuvre, peut-être un truc reptilien et sombre, et dans du brouillard noir en même temps. Dans une sorte d'ombre mouvante. Et elle est liée au culte du feu, de la lumière, c'est ça qui paraît paradoxal, mais c'est le feu surtout. Justement, ça paraît paradoxal, mais ça fait partie de cette religion, c'est de dire que les flammes projettent, donc, qu'en fait les ombres n'existeraient pas sans les flammes. Donc le dieu de la lumière se sert des ombres comme de ses alliés, puisque c'est lui qui projette les ombres. Voilà, c'est le raisonnement de cette religion qui, pour le coup, est vraiment une religion à Dieu unique, c'est-à-dire il y a un Dieu, c'est R'hllor, il y a son... alors, je sais pas si... Alors, je sais pas comment elle appartient à quel royaume, elle appartient pas à un royaume. Elle vient des îles d'Achaï. Toutes les îles d'Achaï, c'est en dehors des 7 royaumes. C'est en dehors des 7 royaumes, c'est sur un autre continent. Donc dans les 7 royaumes, les seuls qui sont ralliés à cette cause magique, on va dire, à cette aide, c'est Stannis qui prendra Port-Réal, qui essaiera de prendre attaquer Port-Réal. On laisse la surprise aux auditeurs, aux spectateurs, la surprise finale, mais qui va tenter de prendre Port-Réal, avec son aide magique, bien sûr aussi, puisque le seconde, elle est avec lui. Et oui, là c'est un des autres aspects magiques du jeu, du film. Il ne la fait pas venir. Parce que les 7, c'est quand même important, c'est carrément tous les royaumes. Quoi, et les anciens dieux, c'est important aussi. Là, moi je vois ça comme une secte de magie noire, tu vois, avec ces sorciers, comme dans cette autre cité qu'on appelle, où se trouvent les sorciers, justement, quel est le nom Carf. Carf, c'est ça. Où il y a effectivement une guilde de sorciers aussi dans cette ville. Où seront la mer des dragons. Voilà, tout à fait. Bon, ça c'est un peu parallèlement, c'est en dehors des 7 royaumes, voilà, que se situe le déroulement de ces actions-là. Ce qu'on le disait, l'action centrale est sur un continent qui serait l'Europe, on va dire, l'Europe au niveau du Moyen-Âge. Bon, même s'il n'y a pas du tout de... Avec ces pays, disons. Il n'y a pas du tout de référence, c'est pas du tout tel personnage égale Charles XV ou je ne sais pas quoi. Bruxelles comme trône central. Oui, voilà, Bruxelles, Bruxelles, Port-Réal. Avec son trône de fer. Oui, avec le trône de fer, la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne. Voilà, on s'éloigne un petit peu. Ça a été tourné en Irlande, alors en espérant qu'il ait voulu aussi réveiller les grandes forces des dieux anciens en Irlande, George Martin. En même temps, ça a été tourné pour les décors de désert dans l'île de Malte et au Maroc. C'est pour qu'on ait des décors qui correspondent au climat qu'on veut montrer à l'écran, bien sûr. Et les enfants de la forêt qui sont de l'autre côté du mur, ces forces archaïques auxquelles Bran est relié, la maison des Stark est reliée, ceux de Winterfell, dont la devise est Winter is coming. Et cet hiver qui vient, c'est ce qui vient derrière le mur, qui pousse comme ça, qui arrive. Et la garde de nuit n'a pas tort d'ouvrir l'œil, de partir en patrouille, mal équipés en plus, dans des tourmentes de neige incroyables, tout habillés en noir, avec leur fourrure noire. Et on voit aux dernières images de la saison 2, justement, et là c'est l'aspect destructeur, créateur de chaos, on va dire, par rapport à Port-Réal, qui vit dans le combat, la guerre aussi, mais dans les magouilles, la diplomatie, la l'onctuosité, enfin, malgré avec les changements de régime violents, et après on retombe dans le jeu des trônes, on va dire, dans le jeu du trône. Donc d'un seul coup surgit, au-delà du mur, on les voit arriver, on ne sait pas quelle est la suite de l'histoire, on les voit surgir à l'assaut du mur de glace venant de très loin, surprise, une armée de spectres, de morts vivants, les fameux marcheurs blancs.
Et on a vu à ce moment-là que Jon Snow, l'un des fils Stark, Le bâtard? le bâtard, qui s'est engagé dans la garde de la nuit, qui est en patrouille dans ces terres de glace de l'autre côté du mur, qui est capturé par ce qu'il Euh, appelle les sauvageons, c'est-à-dire voilà. les hommes libres. Le Quoi. peuple libre Le peuple de l'autre libre. côté du mur. Surprise, sauvage, violent, mais relié au même Dieu que les Stark en vérité. Mais sur lesquels régnerait, on dit, on ne l'a pas encore vu, sur ce peuple au-delà du mur, un certain Mance Rayder, un ancien de la garde de la nuit, qui s'est proclamé, autoproclamé. Alors peut-être tu m'as dit, mais ça parce que tu as lu le livre, Lisandre, il s'est proclamé, ou il a été proclamé roi dans ce désert de glace, de l'autre côté du mur, de ce Oui. peuple. Le roi de l'autre côté du mur, oui, tout à fait. C'est pas le premier d'ailleurs, hein, il y en a eu d'autres par le passé. Et ce Jon Snow, qui est capturé par les hommes libres, les sauvageons, et on sent qu'il va se prêter, qu'il va se donner à eux quelque part, qu'il passe dans leur camp, qu'il revient chez lui. Parce qu'il y a ce passage avec Corinne Mimin, ce guerrier légendaire de la garde de la nuit, avec sa grosse barbe noire qui est avec lui, Qui est avec lui. et qui lui dit le seul moyen pour qu'on arrive à effectuer la mission, c'est qu'on fasse semblant de se battre devant eux et que tu me tues effectivement pour prouver que tu n'es plus un corbeau, que tu n'es plus un membre de la garde de la nuit et que tu as définitivement changé de retourner ta veste, puisqu'on l'appelle tout le temps comme ça. Voilà, celui qui retourne sa veste, il est en permanence appelé comme ça. Jon Snow, il doit supporter ça, tout en restant au fond de Ce lui sont les deux un membre, prisonniers qui voilà, sont avec exactement. eux. Et il le tue. Et il le tue pour prouver donc qu'il a bien renoncé à son poste de garde de la nuit, tout en au fond de lui gardant évidemment son appartenance à la garde de la nuit. Alors là, on ne sait pas, c'est la fin de la saison 2, mais est-ce que, puisque les ancêtres des Stark sont de l'autre côté du mur, Jon Snow, bon, même s'il vient par sa mère, là il y a un mystère, parce que son père c'est Ned Stark, emblème, le loup, royaume du Nord. Sa mais mère, on ne sait pas. Sa mère, on ne la connaît pas, puisqu'on l'appelle le bâtard, bien sûr. Ah oui. C'est intéressant de savoir qui est sa mère. Là. Oui, c'est un des enjeux principaux. Important Ouais. de l'histoire, En j'imagine. tout cas, les fans posent la question à George Martin à chaque fois qu'ils le rencontrent et il dit tout le temps la même réponse. No comment, donc pas de commentaire là-dessus. Ça veut dire évidemment qu'il se réserve le droit de l'annoncer comme il l'entend. Bien sûr, ce serait un peu tôt. Mais on voit bien là que les Stark tournent le dos au trône et regardent vers le mur du Nord, de l'autre côté, puisque dans les 2 saisons de la série, les enfants des Stark ont été chassés. Ils sont chassés partout. Comme ont été chassés les enfants de la forêt de la même manière, repoussés, ils ne sont plus là. Et le monde des politicards de Port-Réal ne se doute pas de ce qui arrive et que de nombreux signes ont annoncé déjà, ils n'ont rien vu. Hein. Le réveil des forces archaïques de l'autre côté du mur de glace et le retour des anciens dieux, c'est exactement ça. Alors, j'ai pas vu la suite, ni même lu les livres à peine, tome 1, quoi. Mais on peut s'attendre à des sacrées surprises, à des rebondissements, j'imagine, dans la quête du trône de fer. Alors, qui en sont les héritiers légitimes? Est-ce qu'il est important de se battre pour le trône de fer? En tout cas, pour moi, aux dernières images de la saison 2, ce qui arrive de l'autre côté du mur, hein, ce qui arrive, c'est comme un grand vent purificateur, même s'il semble destructeur. C'est cette vision que j'ai par rapport à ce qu'est Port-Réal, le jeu du trône, le jeu du pouvoir, cette grande force archaïque qui se déploie, qui arrive. Alors c'est que la saison 2, évidemment, ça ne va pas se clore avec la saison 3 non plus. Donc ce sera facile de dire, les anciens dieux reviennent, les enfants de la forêt reprennent leur territoire, supprime les 7 royaumes, rendre le continent à sa liberté, clanique, lié aux anciens dieux, c'est une vision très personnelle. C'est pas vraiment la direction que prend la série. Non, j'imagine bien. Mais là, dans les 2 saisons, on voit l'importance de ces retours des forces archaïques qui vont tout bousculer quelque part, Bien obligatoirement, sûr. tout remettre en jeu. Que ce soit par le mur de glace ou par le feu des dragons d'ailleurs, pour reprendre le titre original de l'œuvre. Puisqu'on a d'un côté, comme tu le disais, hein, les 2 émergences de l'ancien monde, c'est par le mur de glace et par les dragons.
Et tandis que tout le reste, ce n'est que politique et ça ne restera pas. D'ailleurs, il y a ce château gigantesque qui est un bon symbole, je trouve, de ce qu'on est en train de dire. Harrenhal, le château, le fort terreur, quoi, le château le plus terrifiant, qui est en fait le château le plus gros du royaume, sauf qu'il a fondu littéralement quand il a été pris par les feux dragons. Et on dit que le bâtisseur, je ne sais plus son nom, celui qui a construit ce château, a rôti avec toute sa famille dans l'enceinte du château, brûlé par le feu dragon. Parce qu'il était imprenable. Voilà, ils l'ont attaqué d'en haut, de l'intérieur. Le château réputé imprenable, aux murailles immenses, voilà, un château gigantesque qui est aujourd'hui une ruine, qui est toujours très grand, mais qui est une ruine parce qu'il a été brûlé donc par le feu dragon quelques centaines d'années auparavant. Alors, autour des dragons comme force ancestrale, quand on pressent que les flèches d'obsidienne dont se servent les enfants de la forêt peuvent percer surtout peuvent tuer les autres, les marcheurs blancs. Les morts vivants. Voilà, les morts vivants. Et d'ailleurs, il y avait une tradition, les enfants de la forêt amenaient chaque année une centaine de flèches d'obsidienne ou de pointes d'obsidienne, donc de ver dragon, à la garde de la nuit. Pourquoi il s'appelle ver dragon, justement? Pourquoi dragon? Parce qu'en fait, on dit que ce sont les dragons qui ont créé ce ver dragon et que c'est en fait... c'est dans le feu. C'est en fait le feu de dragon vitrifié ou gelé. Voilà, c'est du feu de dragon glacé, quoi. Étonnant qu'on ait un lien, une passerelle entre les dragons, cette émergence magique, donc, à travers la Calicie, et les forces ancestrales archaïques, les anciens dieux du Nord, au-delà du mur, liés aux Stark et liés aux enfants de la forêt, qui furent ceux de l'origine, qui est une passerelle entre les deux. Les deux sont liés quelque part par ce que tu viens de dire. Je ne sais pas si ça débouche dans la suite sur quelque chose ou pas. Je ne suis pas moi qui ai écrit les livres, donc je ne peux pas inventer la suite. Mais je vois dans les deux saisons, là, ce schéma très, très simple quelque part, du Game of Thrones, de la politique de Port-Réal, qui est quelque part, si on peut la comparer aujourd'hui, celle de la modernité, de la magouille, de la compromission, de la politique tout simplement. La conquête du pouvoir. La conquête du pouvoir, puisqu'il y a le trône de fer à conquérir. Bien sûr. Des Stark qui sont les seuls des 7 royaumes à ne pas s'intéresser au trône de fer, qui regardent plutôt du côté du mur de glace, vers lequel tout le monde s'en fiche du mur de glace. On ne croit pas aux légendes dont on parle. C'était il y a des milliers d'années, ça a disparu, ils disent tous. Non, il y a une garde de la nuit qui est là depuis 8000 ans pour prévenir ou prévoir la possibilité de l'arrivée de morts vivants, de marcheurs blancs, d'abominations qui viennent, ou d'autres, ou de pilleurs, de sauvageons qui attaqueraient le mur, comme les Pictes avaient attaqué le mur d'Adrien à l'époque romaine, ces vieilles tribus celtiques. Et les Stark sont beaucoup plus tournés vers leur enracinement, celui des anciens dieux. Et ce sont justement, c'est de ce côté-là que vient la menace, puisqu'on le voit à la fin de la dernière saison, la saison 2, pardon. Et donc, je vois ces deux mouvements, quelque part, une force archaïque qui peut bouleverser et renverser. Là, je fais une comparaison avec le monde d'aujourd'hui, excuse-moi. Le monde moderne et politique tel qu'on le connaît, qui est la seule, qui a la capacité, la puissance de le faire, et non pas les manifs dans la rue, ouais, parce qu'à Port-Réal, ils peuvent manifester dans la rue aussi s'ils veulent. Hein. Oui, ils le font d'ailleurs. Hein. Oui, ils n'obtiennent rien. Ouais. Oui, tout à fait. S'il n'y a pas le retour des dragons et les forces archaïques qui reviennent, à Port-Réal, ça ne bougera pas. On voit typiquement un exemple de ça quand le roi Geoffrey va dire au revoir à sa sœur Myrcella qui s'en va pour Dorne, pour aller en visite donc dans les royaumes de Dorne. Et en remontant vers le château, le petit groupe de Geoffrey et de ses chevaliers est pris à partie par les paysans qui leur jettent des bousses de vache dessus, qui leur jettent du purin au visage en criant on a faim, vous êtes plein d'or et vous ne nous donnez pas à manger. Et ça se finit par un massacre. Les paysans sont littéralement massacrés à grands coups d'épée alors qu'ils n'ont pas d'armes. Donc la justice au sens réel de ce qu'est une justice, quoi. On parle pas de l'humanisme de merde. Ne peut pas être appliqué à Port-Réal, puisqu'il y a le jeu du pouvoir qui manipule tout, sans les forces archaïques qui viennent tout bousculer le jeu. J'ai vu que les deux saisons, c'est comme ça que je vois, moi, la logique articulée de ces deux mouvements, en la plaquant sur notre actualité, c'est-à-dire nécessité du retour de forces archaïques. Sinon, eh bien, tu restes dans le jeu, dans le même jeu. Didier Debord l'a bien montré. Tu peux être le rebelle au jeu si tu es pris avec les mêmes images et les codes du jeu. Tu es dans le jeu, tu ne sors pas du jeu. Tu sors du jeu si tu es extérieur au jeu, c'est-à-dire, waouh, j'allais dire une monstruosité par rapport au jeu du trône, peut-être. C'est le cas dans la série. Quelque chose qui réellement a le pouvoir, comme l'aurait un astéroïde, de bousculer tout un système.
Mais ça, c'est une autre histoire. Il y a quand même un personnage dont on n'a pas parlé, qui est un personnage extraordinaire de cette série. Je pense que c'est le préféré de beaucoup de Et monde. Tyrion, Tyrion, évidemment. Tyrion. tu as Alors, raison, Lisandre. Tyrion, c'est le fils de Tywin Lannister, donc le grand Lannister. C'est le frère de Jaime et Cersei, donc ces jumeaux qui ont copulé ensemble, qui ont donné naissance à Geoffrey, qui est maintenant roi. Donc il est beau-frère du roi, on peut dire. Assez bizarrement, quoi, puisque c'est à la fois son frère et son beau-frère. Bon. Son neveu et son beau-frère. Et il est aussi donc main du roi. Tu Voilà. as dit que c'était un nain. Tu l'as dit. Voilà, oui, exactement. Et il est nain aussi. Il est nain. D'ailleurs, dans le livre, il est décrit comme étant particulièrement hideux. Il est non seulement nain, mais aussi bossu, avec un visage difforme, asymétrique, ce qui n'est pas du tout le cas dans la série. Non, où, il est très beau voilà, dans la série où pour un nain. l'acteur est très beau, Excuse-moi exactement. pour un nain. Non, bien sûr, mais c'est vrai. Et il joue d'ailleurs Et son rôle, extraordinairement bien. qui était intéressant, parce qu'il est à la fois le roi de l'intrigue, avec subtilité et intelligence, Oui. il passe son temps à lire des livres. Le roi de la par exemple, répartie. de la répartie, Ouais, mais avec un sens de la justice et de l'humanité, on pourrait même dire, bien quelque sûr, part, bien sûr. qui est nulle part, que tu trouves nulle part ailleurs dans... C'est un Lannister, pourtant. Oui, oui, oui. Donc si les Lannister doivent payer, lui aussi, quelque part, c'est la loi du sang. On ne fait pas de détails. Peut-être que les Stark feront du... Je ne sais pas, parce qu'il a un rapport curieux avec les Stark. Il vient sur le mur de glace, rappelle-toi, Oui, oui, tout à pour fait. pisser du haut du mur. Il donne des défis d'ivrogne. On le voit dans les tavernes avec des putes. Puis il a un cœur large comme ça, en vérité. Et on le voit en train de pisser du haut du mur de glace. Tu te souviens de ce passage? Bien sûr, oui. Et il a une de discussion, défi, ouais. Il a une discussion avec Jon Snow, Jon Snow, donc le bâtard de Ned Stark, et il lui dit, tu sais, un nain est aussi un bâtard aux yeux de son père. Et donc il dit, en fait, je ne suis pas un bâtard officiellement, mais je suis comme un bâtard puisque mon père ne me considère pas. Il me considère comme une abomination. D'ailleurs, je crois que Tywin Lannister a une phrase où il dit, tu es en gros le prix que je dois payer pour les horreurs de tes frères et de tes frères et sœurs, puisque Tywin Lannister a très bien conscience que ses enfants couchent entre eux, et donc Geoffrey n'est pas le fils de Robert. Il en a conscience, c'est dit subtilement, mais il en a conscience. Et il lui dit donc c'est le prix à payer, voilà, parce qu'en plus, il faut préciser que Tyrion a tué, entre guillemets, sa mère en naissant, puisque sa mère est morte en couche après avoir accouché C'est ça. de Ce que lui Tyrion. reproche la reine, bien souvent. Voilà ce que lui reproche sa sœur, exactement, et ce que lui reproche aussi son Sa père, de lui avoir enlevé sa femme, exactement. Donc il n'est pas parti avec beaucoup de chance dans la vie, mais comme tu le disais, c'est peut-être le personnage le plus humain et le plus fondamentalement bon de toute la série. Et pendant toute la série, il essaye d'empêcher sa sœur d'agir avec trop de liberté, d'empêcher son neveu de torturer ses sujets. Et il essaye tout le temps de ramener le bon. Et il y a quelque chose de très intéressant. Il va à un moment incognito en ville pour se balader un petit peu et aller dans un bordel, justement. Il aime beaucoup les bordels. Et il entend des citoyens qui discutent entre eux. Et non, c'est pas ça. Il voit un comédien de rue qui imite en fait une sorte de créature ignoble qui susurre dans l'oreille du roi de mauvaises choses. Et donc un autre comédien est là et joue le roi. Et Tyrion regarde ça amusé et dit oh, ils ont bien refait Geoffrey quand même, ce qu'il dit c'est pas mal. Et il lui dit mais vous vous rendez compte que la créature ignoble qui susurre dans son oreille, c'est vous, Tyrion. Le peuple vous voit comme ça. Le peuple vous voit comme un petit diablotin, une créature maléfique. Ce qu'il dit à Geoffrey. Qui chuchoterait dans l'oreille de Geoffrey de faire toutes ces choses ignobles. Alors que c'est exactement l'inverse en fait. Ah oui, d'accord. Mais le peuple le perçoit comme étant voilà, une créature maléfique et qui n'a pour but que de la cruauté et de faire souffrir les autres. Alors qu'en fait, pas du tout. Et ça, c'est très intéressant de voir ça. Oui, il y a ce cynisme dans ces paroles. Un cynisme qui n'est pas un cynisme, vraiment du cynisme. C'est plus une lucidité très forte. Oui, bien sûr. Mais avec de l'humour noir, beaucoup d'humour noir, d'humour décapant. Oui. Mais on oublie quand même que ce personnage, ce nain, donc, pendant la bataille de Port-Réal, alors que tout le monde se défile, revêt l'armure, lève le bouclier, alors qu'il a du mal à entendre. Il peut faire 3 pas, mais on l'imagine mal se tourner pour dévier un coup, quoi. Il prend la tête de l'armée de Port-Réal, marche au combat contre les ennemis. Il fait 3 mètres, il se prend un grand coup, ploum, en pleine tête, il tombe au sol. Son courage est incroyable. Son courage, parce qu'il n'a pas la possibilité physique d'agir ainsi. Et il mène ses hommes au combat, il les motive en plus. Et tous ces hommes gueulent, en français dans la série, « Vive le petit bout d'homme, vive le petit bout d'homme », etc. Bon, en parlant du nain, c'est vrai qu'il les enflamme, non pas en disant « on va se battre pour le roi, cette saloperie de Geoffrey », ni pour la reine, Cersei, qui affame son peuple,
Mais pour Port-Réal, pour la ville, ben, tout le monde marche. Parce qu'il est à la fois stratège, très aiguisé, intelligent, subtil. C'est le roi de la ruse en même temps s'il a envie. Bien sûr. Autant que les autres qui jouent au trône de fer, sinon mieux. Mais il joue avec, c'est bête à dire, c'est un mot con, mais vrai, avec honnêteté. Oui. Ce genre de relation. Il est important, bien sûr, il est très important dans la série, ce personnage. Et c'est un personnage central, c'est certain. Et d'ailleurs, c'est un des favoris des fans de la série, hein, largement. Je pense que si on faisait un C'est classement, ce serait lui C'est un qui des arriverait meilleurs. en premier. C'est un des C'est un meilleurs des personnages. meilleurs. Et l'auteur dit que c'est son personnage préféré, d'ailleurs. Je veux bien Thierry. le croire. Ouais. D'abord, il joue très bien, et le personnage, le rôle qu'il a dans l'histoire, dans le livre, enfin, dans la série, est superbe. Parce que même dès le début, et on le sent comme ça dès le début, il n'y a pas de surprise avec lui. Dès le début de la série, il ne surprend pas quelques secondes à peine, et vite on a compris qui il était, c'est bien, on s'attache à lui d'un seul coup. Oui, Hein. tout à fait. Oui, et d'ailleurs, tu parles de surprise, et c'est vrai que s'il y a bien quelque chose d'exceptionnel avec le Trône de Fer, c'est qu'on est tout le temps surpris. On s'attend finalement, au bout d'un moment, on n'essaie même plus de deviner la suite parce qu'on est tellement pris par tout cela et tout est tellement surprenant, un peu comme dans le monde réel, quoi. Il y a vraiment à chaque fois quelque chose qui va se Des passer, retournements. Ouais. voilà, des retournements qui sont tout à fait réalistes, qui se passeraient comme ça en réalité, c'est pas des choses qui viennent de nulle part. Et en même temps, ça nous surprend à chaque fois, puisque, comme on le disait au début de l'émission, il n'y a pas de gentil et de méchant. C'est pas la lutte du bien contre le mal. C'est véritablement un monde qui se meut sous vos yeux et voilà, qui est en action sous vos yeux. Et évidemment, avec du bien et du mal, comme je le disais au début, dans le cœur Moi, de chacun. je suis d'accord avec toi, il n'y a pas la notion du bien et de mal. Mais moi, en tant que spectateur, je schématise à ma manière, on projette toujours. Je vois le mal avec le jeu du trône, le trône de fer à Port-Réal, la politique. Et je vois le bien. Non, je sais pas, j'aime pas ces notions en plus personnellement. Je suis d'accord avec toi. On les dépasse. Elles veulent rien dire. Elles veulent absolument rien dire. C'est plutôt le jeu de la glace et du feu, plutôt, on va dire. Et C'est plutôt voilà, ça. oui, plutôt de la glace et du feu, et qui sont par-delà, bien et mal. Et tu verras quand on connaîtra un peu mieux les Greyjoy dans la série, ou si tu lis les bouquins, que les Greyjoy sont peut-être une famille qui va beaucoup t'intéresser aussi, beaucoup te plaire, et à laquelle tu vas t'attacher. En tout cas, moi, je sais que c'est Oui, c'est les Fernais, c'est les ça. Ferney, voilà, exactement. Alors, ils sont peut-être très durs, mais il y a Liés aux quelque chose. entités aquatiques, très Lovecraftien. Il y a quelque chose de très fort dans cette culture qu'il a créée. Et vraiment, c'est une famille à laquelle on s'attache quand on la connaît un peu mieux. C'est une région à laquelle on s'attache quand on voit en profondeur les relations. Dans le tome 4 particulièrement, il y a quasiment la moitié du bouquin, ou j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas un bon quart, qui est consacré à la famille Greyjoy, aux différents frères Greyjoy qu'on n'a pas encore vus jusqu'à maintenant. Et c'est tout un univers qui s'ouvre, et c'est absolument sublime comme il parle de cette famille, de ses frères qui ont chacun leur personnalité, qui ont chacun leur but. C'est des passages extraordinaires, et donc je pense que tout comme les Stark, tu apprécieras aussi beaucoup les Greyjoy, Alors, malgré que les deux soient à couteau tiré depuis oui, non, toujours. mais au contraire. Disons que pour les 2 saisons que je viens de voir, pas plus pour l'instant, j'ai pas lu les livres en plus, moi je retiens en tant que passionné, d'abord la beauté du travail, enfin, tout c'est un autre Seigneur des Anneaux différent, mais ça a la même qualité, je veux dire, réellement. Bon, au-delà de tout ça, je retiens pour moi quelque chose qui est actuel, je voulais dire, c'est-à-dire Port-Réal, qui est le jeu du trône. Le jeu du trône, c'est quand même, ça veut tout dire, c'est la politique. C'est comment on obtient le pouvoir. Bien sûr. Et puis le retour de choses auxquelles on ne croit plus, puisque tout le monde en rit, et pourtant elles sont là, elles reviennent, des forces archaïques qui vont submerger tout ça. Je parle de la fin de la saison 2. Et moi je plaque ça sur notre actualité, parce que ce sont des choses que je vois et auxquelles je crois. Le retour de ces forces archaïques, le monde de Port-Réal dans lequel on vit aujourd'hui. Et qu'un jour, on le voit par des signes annonciateurs, on en a parlé pour le film, mais ils le sont réellement pour nous aussi visibles. Certains diront que je délire, mais peu importe, je dis ce que je pense et tout. Donc en même temps, ça me touche doublement cette série pour l'instant, à la saison 2, mais je l'apprécierai autant même si je ne me retrouve plus ensuite. Quoique non, je ne pense pas que les Stark changent tout au long de l'histoire. Ils seront toujours reliés à leurs anciens dieux. Et je ne crois pas que dans la série, je m'avance, hein, l'un des Stark prenne le trône de fer. Maintenant, j'en sais rien. Moi, j'ai rien lu. J'ai vu deux épisodes et j'ai lu en traversal un tome 1, quoi, simplement. Mais on parlait tout à l'heure de l'importance de cette série, puisqu'elle marche partout. Tout le monde n'y plaque pas ce que je viens d'y plaquer moi-même à l'instant quand je viens de parler, en l'actualisant, je veux dire. Chacun voit ça autrement, mais
il y a aussi un climat, il y a une force des personnages et de l'intrigue. Et, euh, et peut-être que dans l'inconscient des gens aussi, des choses répondent et résonnent, Lisandre. Oui, c'est très possible, puisqu'on voit que, comme on le disait, George Martin s'inspire de plein de choses différentes, mais finalement, il s'inspire de quoi? De l'histoire du monde, Mhm. des mythologies, des anciens mythes, des auteurs qui l'ont marqué comme Tolkien et Lovecraft, qui sont aujourd'hui, on peut le dire, des auteurs incontournables hein, quand on s'intéresse à la fantasy. Donc, toutes ces sources sont tellement bonnes que le produit final est excellent. Oui, on oublie les sources, tu as Ouais, raison, qui ouais. rendent plus vivant Il y a beaucoup, beaucoup de l'œuvre recherches encore. hein, avant d'écrire ça. Puisque le mur de glace dont on parlait, c'est un mur réel qui séparait le domaine des Pictes celtiques que tenaient les légions romaines. C'est là où il le dit lui-même, on l'a dit en début d'émission, il s'est inspiré de ce mur pour créer le mur de glace. Et là, on voit bien les légions romaines, Rome, Port-Réal, même façon d'être et de vivre, et avec la forge du fer aussi, bien sûr. Le mur de glace, et en face, les Pictes, avec leur peinture de guerre bleue, le visage peint, qui chargent les vieilles tribus celtiques qui occupaient toute cette partie qu'on appelait la Bretagne à l'époque, l'Angleterre aujourd'hui, c'est-à-dire l'Écosse, plutôt à ce moment-là, là où L'Écosse, est le ouais. mur. L'Écosse, oui. Ah, il y aura Brevard plus tard, le réveil des Mm. Écossais. Hein. Ouais. Les clans sont jamais perdus en Écosse. J'ai croisé il n'y a pas longtemps des Écossais en kilt. Je leur ai demandé à quel clan ils appartenaient. Avec fierté, ils nous ont dit le nom de leur clan. C'est étonnant de voir des personnes encore liées à des clans comme Ouais. ça. C'est rare aujourd'hui. Et Hein. d'ailleurs, le film Braveheart qui parlait de ça, enfin des Pictes, hein, sais ça, hein, Mhm. peinture bleue, etc. C'est un film qui a marqué aussi toute une génération. Moi, je sais qu'autour de moi, enfin, ceux qui ont à peu près mon âge, ont tous vu Braveheart quand ils avaient 12-13 ans et ils ont tous été marqués C'est par une ce histoire film. vraie. Oui, Hein. c'est une histoire vraie en plus, bien sûr. L'histoire de William Wallace Mais qui parle, quoi, qui parle au trip, ouais, vraiment. Ouais. qui meurt, qui se donne, qui meurt pour. C'est bête à dire. Pour la liberté, c'est la phrase. Il le hurle Ouais, tout à fait. sous le coup près à la fin. Et ça, je sais que ça a marqué vraiment des dizaines de millions de personnes. Et c'est une vraie résistance, hein, c'est pas des manifs à 2 balles dans la rue. Le jour où le monde réagira comme ça, le monde pourra basculer. Il y aura toujours un moment de craquement et de violence. Jamais la société ne change sans qu'il y ait un mouvement de violence. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Les hommes politiques ne pourront pas faire des concessions comme ça. On est dans le feutré tout le temps. C'est impossible. Quand ça bascule pas, rien ne change. De là, la schématique simpliste du film dont je parlais ce soir, simpliste, je veux dire, au niveau honorable du mot simple, c'est-à-dire qu'on peut l'architecture, Port-Réal et l'arrivée de forces archaïques. Ce qui nous manque, le grand vent purificateur. Ouais. Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM. Je pense qu'il est l'heure d'ouvrir le standard. Mhm. On va ouvrir le standard 08 92 23 95 20. Je répète 08 92 23 95 20 pour intervenir en direct, participer. Alors Jean-Paul on va d'abord ouvrir le standard 08 92 23 95 20.
Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM. On parle du trône de fer ce soir avec Jean-Paul Bourg. Pour intervenir en direct, réagir, participer, poser des questions, apporter vos analyses, vos points de vue, 08 92 23 95 20. Oui, on va mettre la musique de Jean-Paul. Où est-elle? C'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Voilà, vous êtes sur Radio Ici et Maintenant. Pour intervenir, donc je le rappelle, 08 92 23 95 20.